Bonsoir à tous, merci d'être encore si nombreux sur ABC dans Live sur notre plateforme de webinar. Et ce soir, je reçois à nouveau Georges Coury. Merci Georges d'être à nouveau avec nous. On avait fait déjà une super soirée au mois de juin. Et je te Merci retrouve ce Jérôme. soir. Alors je te représente quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu as un DEA de génie biologique et médical. Tu es ancien assistant des hôpitaux de Paris, responsable scientifique et fondateur du DU de reconstitution osseuse préimplantaire à Paris 7. Tu as une pratique privée à Paris. Tu es auteur et conférencier. Tu es aussi fondateur de l'IAOI, c'est l'International Academy of Oral Implantology. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est une association qui est née d'une rencontre avec une personne qui, je pense, est là présente ce soir, et j'aurai l'occasion de vous présenter peut-être un peu plus loin Dr Farhat, qui est une consoeur qui est à la fac de médecine de Toulouse au service de maxillo et en même temps à l'université libanaise. Et l'idée est partie ensemble de monter une académie de formation qui aura pour but un petit peu de fédérer un peu au-delà du national sur des formations qui se voudront un petit peu plus polyvalentes et en tous les cas beaucoup plus axé sur l'Europe et l'international. Voilà, ça c'est l'objet ambitieux que nous fixons sur ce projet-là. Et donc, avec des cycles de formation, on est au balbutiement, nous sommes au balbutiement, et je pense que d'ici 6 mois, on aura un programme beaucoup plus étayé sur la longueur de l'année. Super, bon, de toute façon, je sais que c'est un projet qui te tient à cœur depuis bien longtemps et j'ai hâte de voir tout ce programme. Et puis on reviendra dessus en fin de conférence. Bon, on devait faire ce soir ce webinaire avec un modérateur qui était Nicolas Davido. Il devait être avec nous, mais il est malheureusement à Fon ce soir, donc il va beaucoup nous manquer et on lui envoie plein de bonnes énergies pour récupérer au plus vite. Donc Nicolas, bah, on remettra ça une autre fois, j'en suis sûr. Voilà. Oui, ça, c'est un grand regret. Et Nicolas, si tu nous entends, eh bien, écoute, voilà, je te témoigne tout mon courage et toute mon amitié. Remets-toi bien. Super. Bon, Georges, tu es un conférencier très apprécié pour ton sens du partage et puis donc tu nous fais encore l'amitié de venir sur ABC dans Live pour une nouvelle conférence ce soir donc sur les ostéotomies segmentaires. Eh ben écoute, le podium est à toi. C'est parti. Merci Jérôme, bonjour les amis. Et puis on va essayer donc de s'intéresser aujourd'hui à ces ostéotomies segmentaires que vous connaissez un petit peu de nom. On va essayer un peu de fixer ce qui peut être de l'ordre de la confusion, quand on parle d'expansion, on parle de splitting, on va essayer un peu de définir un petit peu tout ça. On verra que ce ne sont pas exactement les mêmes principes, ni biologiques, ni techniques qui les régissent. Et on va faire, aujourd'hui ça ne va pas être, on va dire, une présentation didactique d'une technique, mais plutôt d'une évolution d'un concept technique. Et on va essayer de le situer un petit peu dans son environnement, qui est l'environnement effectivement des augmentations osseuses. Vous avez eu une très belle conférence il y a peu de temps avec Fouad sur les augmentations osseuses et les greffes autologues, donc ça rentre dans ce chapitre des augmentations préimplantaires. Nous avons également le deuxième chapitre sur lequel nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer, que sont les régénérations osseuses guidées, et notamment la régénération osseuse hybride, qui aujourd'hui est un axe de développement remarquable, notamment de par sa capacité biologique et de biomimétisme qui se rapproche énormément de l'os autologue. Donc ça c'est quelque chose, je pense, qui est en replay, Jérôme, qui est encore accessible pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette Oui, séance. c'est encore en replay. C'est encore en replay, donc il suffit même d'aller sur ABCDent, on clique sur ton nom et puis on peut retrouver cette conférence. Elle est sinon sur Facebook et Donc, puis voilà. sur YouTube sur Facebook et sur YouTube, oui. Ok, bah Merci écoute, encore. je te remercie et donc, je t'en prie. Et donc, je voulais te remercier et remercier ABCDent, au fait, au passage, je n'ai pas commencé par ça, mais voilà, c'est l'occasion, c'est lancé et je continue. Et donc, les régénérations osseuses qui sont les greffes d'os particulés, et je pense que pour ceux qui étaient présents, ça ne vous aura pas échappé que l'os, la greffe osseuse autologue, un petit peu à la technique de Fouad, est une régénération osseuse dans son concept, puisqu'il s'agit d'os non vital qui se retrouvent effectivement à être colonisés par une nouvelle matrice. Et donc là, on va parler d'ostéotomie. Les ostéotomies sont un grand chapitre. Elles se décomposent en ostéotomie dite immédiate, c'est celle auquel on va s'intéresser aujourd'hui, et les ostéotomies dites progressives, qui était la distraction alvéolaire, qui aujourd'hui peut encore présenter un certain intérêt dans certaines chirurgies maxillofaciales, et notamment les microsomies. Dans notre application de l'os alvéolaire, elle est un peu tombée en désuétude au profit de l'ostéotomie axiale, qui ne sera pas le sujet aujourd'hui. L'ostéotomie axiale immédiate, on va la citer, on verra peut-être, si on a le temps en fin de présentation,
un petit clin d'œil à cette ostéotomie et son croisement de chemin avec les ostéotomies transversales. Donc on va s'intéresser à cette ostéotomie segmentaire transversale. Alors pourquoi autant de variables? Pourquoi ne pas rester sur une technique? Pourquoi ne pas rester sur un concept? Pourquoi ne pas choisir une technique et puis la développer et de rester toujours? Parce que tout simplement, ce serait limité dans la connaissance et dans l'évolution, effectivement, des possibilités, notamment de biomimétisme biologique. Donc, nous avons déjà vu, pour encore une fois ceux qui avaient vu la première présentation, que certains contextes d'augmentation osseuse présentent des résorbabilités, notamment, on l'a vu avec l'os autologue, comment on peut freiner cette résorbabilité de l'os autologue par les apports de xénogreffe ou en tout cas d'hydroxyapatite faiblement résorbables. Ça fait partie de la discussion que nous avons déjà eue. En maintenant la vascularisation, en faisant des greffes osseuses tunnelisées, donc tout ça ne sera pas le sujet aujourd'hui qui sera abordé. Et le troisième process qui permet d'être prévisible, c'est effectivement d'engager des processus de cicatrisation différents. Donc là, cette fois-ci, on va sortir complètement de la régénération osseuse et de la greffe osseuse et du remodelage osseux pour aller vers un mécanisme de cicatrisation qui est la croisée des chemins entre la régénération osseuse, entre la cicatrisation fracturaire et la cicatrisation des alvéoles d'extraction. Donc on va se retrouver effectivement dans cette croisée entre ces deux principes de cicatrisation. Donc là, pour résumer ce que je viens de vous dire, dans les ostéotomies segmentaires, donc progressives, vous avez les distractions ostéogéniques, vous avez un exemple d'un distracteur donc, dans la diapositive supérieure, et dans les immédiates, donc les transversales qui corrigent l'épaisseur, et puis les axiales qui corrigent la hauteur. Ça pixelise un peu sur mon image, je ne sais pas si c'est mon retour peut-être en live. Non, c'est impeccable. J'espère que ça ne pixelise chez toi. Ok, bon bah super. Donc dans ces immédiates, on va s'intéresser uniquement à la première d'entre elles, que sont les ostéotomies transversales, donc qui vont corriger l'axe transversal, communément appelé l'horizontalité d'un défaut. L'horizontalité n'est pas un terme radiologique, c'est un terme qui est utilisé à mauvais escient, puisqu'en fait on doit raisonner par rapport au corps à trois axes, que sont l'axe axial, l'axe transversal et l'axe sagittal. Donc ce sont les trois définitions radiologiques et on va essayer de s'exprimer avec ces trois termes pour ne pas avoir de confusion sur les objets des corrections. Alors, je vous ai dressé ici une petite progressivité de ce qu'était cette ostéotomie segmentaire. Comment sommes-nous arrivés à ça? Eh bien, nous sommes partis, encore une fois, d'un auteur que vous connaissez tous, qui s'appelle Tatum, qui est le père des comblements sinusiens, qui est le père de l'expansion osseuse, qui est le père de la greffe tunnelisée. C'est une personne qui a, pour ceux qui ont eu l'occasion de le côtoyer ou ceux qui ont la chance de pouvoir encore le voir à l'œuvre dans des formations qui sont surtout faites en Angleterre. Donc je vous invite à ne pas rater l'occasion, c'est vraiment un magicien. Nous allons essayer un petit peu de parcourir. Donc l'expansion osseuse, telle qu'elle a été définie, dans les années 80, par Tatum, répond à un principe qui est de déformation des fibres collagéniques minéralisées et d'entraîner une fracture, un craquellement de ces fibres collagéniques. C'est ce qu'on appelle, à proprement parler, l'expansion osseuse. Donc cette expansion osseuse, eh bien, je la resitue un peu dans le cadre de mon historique et de mon expertise dans la technique. Ça a été quelque chose sur lequel j'ai travaillé majoritairement fin des années 90, donc entre 90 et 97, durant les premières années de mes DU d'implantologie et de reconstruction osseuse, puis après, dans le cadre de la présence au DEA, notamment à Lille pour la partie biologie. Donc, dans celle-ci, eh bien, on va trouver un cas ici que j'avais traité il y a quelques années, c'était en 96. Ce patient avait déjà subi un prélèvement et une greffe crestale. On voit la vis d'ostéosynthèse qui se retrouve dans la partie molaire, qui est ici. L'implant va pouvoir être placé en site molaire, la greffe est bien incorporée. Il y a eu un comblement sous-sinusien simultané. Et par contre, quand on considère la zone en distale de la canine, on se rend compte que l'épaisseur osseuse est effectivement assez faible et il va falloir dans cette zone-là réaliser une augmentation quelle qu'elle soit. Et nous avions à notre époque comme outil les expanseurs de Tatum, et on retrouve cette terminologie donc, de bone expansion ou de bone splitting souvent dans la littérature. Et vous voyez ici donc un ostéotome particulier, on va voir sa particularité dans une minute, qui est en train de s'insérer en site de 14 et qui est en train d'entraîner un clivage osseux accompagné d'une fracture latérale plus ou moins importante et d'une fracture médiane relativement faible. Et donc on voit ici qu'il n'y a aucune ostéotomie qui a été faite, ni avec une fraise, ni avec une piezo, qui n'existait bien entendu pas à l'époque, et on va voir un petit peu la conséquence de cette ostéotomie. Donc pour refixer le cadre,
le cadre de l'ostéotomie, ou plutôt de l'expansion telle que ça avait été défini par Tatum, était des expanseurs dits en demi-lune. Vous avez une face plate, vous les voyez sur la diapositive du bas, donc je suis au niveau du numéro 2. Vous avez une partie plate qui se destine à s'appuyer sur la paroi qui n'est pas résorbée ou qui n'est pas effondrée, donc en l'occurrence la paroi palatine, et une partie convexe qui est destinée à pousser dans le sens de la paroi la plus concernée par l'atrophie. Et vous voyez, vous avez pour chaque groupe de dimensions, de diamètre, donc là je ne rentrerai pas dans le chapitre des implants qui était dédié, c'était les implants en S, ça n'est pas le sujet. Et donc on va pouvoir, avec une convexité grandissante, s'adapter à la morphologie à l'époque de ce qu'était le kit d'implant. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les kits de la forme 1 qui vont pouvoir donner à la fin une vision circulaire d'un implant racine. Les autres, on peut les utiliser également pour des expansions de plus grande étendue, mais aujourd'hui, le sujet n'était pas de reparler de cette technique, mais d'essayer de voir un peu comment elle a évolué et vers quoi nous nous sommes orientés par la suite. Donc cette expansion corrige l'épaisseur, elle remonte aux années 80 par Tatum, avec des fractures non contrôlées et un déplacement spontané, c'est-à-dire que la paroi osseuse va se détacher et va s'orienter en fonction de sa ligne de faiblesse. Donc là, nous voyons l'exemple de ce patient que nous avions il y a quelques secondes en vision. Eh bien, vous voyez qu'il y a une fracture complète qui s'est établie, un déplacement complet avec une fracture basale. L'implant tient, ou plutôt l'os tient légèrement par sa partie crestale et toute la partie apicale est complètement ouverte. La fissure médiane s'est complètement étendue. Et dans ce contexte, nous sommes en 96, que faire ? La question qui se posait à l'époque, que faisons-nous à ce stade-là? Eh bien, nous n'avions pas les biomatériaux ni la connaissance des biomatériaux que nous avons aujourd'hui. Nous avions l'os de banque, on avait beaucoup de matériaux de synthèse, nous n'étions pas encore sur le recul des xénogreffes, les membranes n'étaient pas aussi, on va dire, ni à la mode ni validées qu'elles le sont maintenant, et l'ostéosynthèse, bien entendu, ici était absolument impossible. Mettre une vis d'ostéosynthèse dans un segment qui est fracturé au-dessus d'un implant, autant dire que ce n'est pas chose aisée. On aurait pu mettre des plaques, effectivement, mais quand on observe bien cette zone, on voit qu'il y a un saignement qui est assez conséquent, on voit que la paroi osseuse est loin d'être mince, elle est plutôt épaisse. Eh bien, le meilleur moyen, c'est de valider qu'elle n'a pas de mobilité spontanée, que le fragment tient facilement en place sans être sollicité par l'appui d'un instrument. Donc là, il a une tenue en place, et donc tout ce qui reste à faire, c'est refermer le site, refermer le périoste, et voilà ce que nous donne la réparation spontanée à partir du moment où le segment a été revascularisé, ou plutôt est resté vascularisé. Ici, par son endoste, on a un flux médulaire qui est assez puissant, et ce maintien de la vascularité dans un os médulaire, puisqu'encore une fois, le maxillaire n'est pas un os cortical, contrairement à souvent l'impression qu'on a en regardant un scan. Quand on regarde un cone beam ou un scan, nous avons l'impression d'être en présence d'une corticale au maxillaire très fréquemment. C'est juste une spongieuse plus ou moins dense, mais on n'est absolument pas à l'image d'un os membraneux comme à la mandibule. Et donc vous voyez que là, la cicatrisation s'est faite tout à fait spontanément, peut-être un petit peu de réorganisation crestale, mais bon, assez classique hein, quand on fait un lambeau. Vous voyez que l'implant en site de molaire également a subi une petite récession crestale dans la zone crestale qui a été traumatisée entre guillemets par le forage, et donc nous avons une petite récession osseuse qui expose le col lisse, aucun souci, et sur l'implant mésial, nous avons le même contexte de réparation. Donc ce contexte de réparation fracturaire est quand même assez intéressant, et on va essayer de voir un petit peu comment on va pouvoir l'exploiter dans le temps et comment on va pouvoir l'utiliser pour augmenter les volumes, et idéalement avec une implantation simultanée. Donc si on doit terminer de discuter de la sémantique, ou plutôt de la terminologie, une expansion osseuse est une fracture non contrôlée. Une expansion osseuse n'est pas une fracture contrôlée. Le terme expansion ou bone splitting se destine majoritairement à des instruments qui sont impactés et qui entraînent une déformation. Alors la littérature, notamment sur Medline, est très riche sur le sujet, sauf qu'aujourd'hui, la confusion reste dans bon nombre d'articles, sauf quand on rentre dans la lecture de la méthodologie. Eh bien, souvent l'expansion osseuse ou le bone splitting sont mélangés, et on retrouve des ostéotomies et des expansions qui sont faites sans ostéotomie, et il faut être très vigilant effectivement sur la lecture de ces articles et notamment leur interprétation. Alors l'évolution de ce concept, eh bien, elle a évolué vers un concept d'expansion sur lambeau. Toujours on le doit à Tatum. Tatum à cette époque-là, se rendant compte qu'il y avait effectivement ces résorptions, comme nous venons de le voir dans cette diapositive préalable, hein. Dans la diapositive que nous avons vue ici, nous voyons qu'au niveau de la crête, il y a eu un remodelage. Eh bien, l'idée de Tatum, c'est de se dire, je vais limiter mon remodelage
sans décoller le périoste, sans lever de lambeau, on va faire une expansion sans lambeau. Alors, expansion sans lambeau ou avec un lambeau de demi-épaisseur. Vous le savez que quand on va lever un lambeau de pleine épaisseur, nous avons une rupture vasculaire de surface. Si on ne lève pas de lambeau, qu'on fait une pose d'implant sans lever de lambeau, il n'y a pas de rupture vasculaire de surface. Et si on fait une demi-épaisseur, la vascularisation est maintenue par le périoste et le conjonctif qui est attenant. Donc la vascularisation de l'os en dessous reste vitale, reste présente, et l'os reste vital. Il n'y a pas d'ischémie secondaire ou extrêmement limitée, très peu perceptible en tous les cas, de part cliniquement. Donc pour voir un petit peu comment fonctionne cette expansion de demi-épaisseur, nous allons prendre ici un cas d'une incisive maxillaire avec un effondrement post-extractionnel non compensé. Il y avait eu un comblement qui avait été fait, on le voit ici, avec un TCP. À l'époque, c'était la grande mode des TCP. Donc le TCP, on retrouve un peu son image, mais c'est un matériau qui est très faiblement dense, qui a tendance à se résorber assez vite. Ce n'est pas un biphasé, c'est juste un TCP simple. Donc il n'a pas d'hydroxyapatite dans sa matrice. Et nous nous retrouvons donc avec cet effondrement caractéristique. Eh bien, dans ce contexte-là, nous allons réaliser, on le voit, un lambeau de demi-épaisseur, comme si nous faisions un prélèvement palatin. Et ce lambeau de demi-épaisseur est translaté du palais vers le vestibule. Et vous voyez que l'incision de décharge est très limitée, juste pour permettre le glissement de ce lambeau-là. Et ce que nous voyons en dessous, c'est l'exposition du conjonctif, en dessous duquel, bien entendu, nous avons le périoste. Et la petite trace médiane que vous voyez peut-être, ces deux petits points rouges qui forment pratiquement une ligne, c'est l'incision d'une lame numéro 15. C'est un bistouri très mince qui va venir impacter au maillet. Donc oui, une lame 15 impactée au niveau d'un site médulaire, c'est jouable. Maxillaire, mandibule, il faut oublier. Et donc qui permet simplement de préparer le lit de l'ostéotome pour éviter que l'ostéotome ne dérape. Donc l'instrument est mis. Là, je ne vous ai pas montré l'ensemble des séquences, mais vous vous en doutez que le premier instrument est un instrument coupant de type ciseau à os, plat d'un côté, très peu convexe sur la face externe, et progressivement, on va avoir une convexité qui va avoir tendance à augmenter de façon à refouler cette paroi vestibulaire vers l'extérieur. Et on voit au fur et à mesure du passage, là nous sommes sur la diapo en bas à gauche avec un ostéotome terminal, et on voit que la face vestibulaire, eh bien, nous avons une correction complète de la concavité de départ vers une convexité assez proche, assez similaire de la dent voisine de la 21. Donc là, nous sommes dans une correction d'un volume en soulevant un volet osseux, lui-même avec son périoste attenant et avec le conjonctif et les tissus mous recouvrants. Donc dans ce contexte, nous sommes effectivement dans un contexte de vascularisation maintenue et on va voir un petit peu quelle est l'incidence de cette vascularisation. Si vous regardez la diapositive du bas, vous voyez qu'effectivement la face vestibulaire est légèrement concave vers l'intérieur, donc convexe vers l'extérieur. Ça, c'est l'anatomie de l'ostéotome qui va l'imprimer. En palatin, nous avons l'impression que nous sommes circulaires, nous ne le sommes pas, c'est simplement un dernier forêt qui est passé légèrement pour pouvoir permettre l'insertion d'un implant cylindrique. Et ce que vous voyez sur la face palatine n'est pas l'os, c'est du conjonctif. Ce qui veut dire que quand le lambeau va être replié secondairement avec l'implant posé, eh bien, il y aura une zone à nu au niveau du palais qui sera une zone qui devra cicatriser de seconde intention, comme un prélèvement palatin, et qui cicatrisera en une quinzaine de jours avec une formation de la muqueuse kératinisée tout à fait spontanée. Alors, je vous demande également un tout petit peu votre... Ah, là j'ai une animation qui a sauté. Je ne sais pas si on peut la corriger, je vais essayer de le faire rapidement, parce que c'est intéressant de voir un peu le contexte. Allez, je ne vais pas la corriger, je vais déplacer juste mes images. Merci Jérôme, à la haute technicité du site ABCDent qui nous permet de faire tout ça en live, c'est vraiment top. Donc là, nous avons la situation en post-op, nous avons le feston gingival qui a été maintenu. Souvenez-vous, les incisions n'ont pas touché la papille, et dans la mesure du possible, on essaye de ne jamais décoller la papille attenante à un site esthétique. Et nous allons effectivement corriger ces volumes par une provisoire, les adapter pour arriver à la réalisation d'usage avec la prothèse d'usage. Donc là, nous sommes en 2002 chez ce patient. Eh bien, c'est très beau, c'est très joli, mais comment ça se comporte dans le temps? Eh bien, à la faveur d'un passage sur Paris, j'ai revu ce patient en 2017, 15 ans plus tard, et très intéressant, je l'avais implanté, il avait 18 ans, nous sommes 15 ans plus tard, donc la croissance résiduelle, on en observe quelques signes. Nous avons l'incisif central qui a terminé une phase de croissance.
la 21, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la ligne de collé a complètement suivi, c'est-à-dire que le collé de la 11, la ligne muqueuse, la ligne a suivi par rapport à la 21, donc la position de l'implant est stratégique pour maintenir effectivement cette possibilité de croissance dans le temps. Mais ce qui est intéressant n'est pas de voir une image en rétroalvéolaire, on peut imaginer parfaitement que la face vestibulaire de cet implant... Oui. Alors, tout à fait. Et nous avons un mémoire qui va être soutenu très bientôt et un article en rédaction avec une consoeur orthodontique sur l'implantation précoce. Je ne veux pas trahir le sujet, mais voilà, j'ai eu l'occasion de le présenter déjà aux Journées de l'orthodontie il y a 2 ans. Et effectivement, je vais peut-être surprendre ou choquer certains d'entre vous, mais j'implante souvent des patients vers l'âge de 14-15 ans et j'ai un suivi d'une grosse cohorte sur ces patients-là. Donc, ça sera l'occasion de se refaire un nouveau webinaire. Donc là, l'article est en rédaction et le mémoire est déjà rédigé et accepté pour soutenance. Donc oui, effectivement, c'est rarissime, mais il y a des conditions qui permettent de s'en affranchir. Donc nous avons analysé la croissance, enfin il y a pas mal de paramètres que nous avons analysés dans le mémoire, et voilà, je pense que très rapidement, on va avoir un petit article sur le sujet qui va sortir. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement de regarder le contexte radiologique au niveau du CT. Qu'est-ce que nous observons chez ce patient? Eh bien, nous sommes 15 ans plus tard, et 15 ans plus tard, nous avons effectivement la présence toujours de cette table vestibulaire qui a été maintenue malgré l'ostéotomie, malgré l'expansion, c'est un lapsus de mon langage aussi, malgré l'expansion, malgré la déformation, et on voit bien que nous sommes assez proches de ce que serait un implant dans la zone incisive, ça veut dire une face vestibulaire relativement fine, et cet os a été maintenu grâce simplement à cette vascularisation initiale, au maintien de cette vascularisation et l'absence d'ischémie liée à la rupture par un lambeau qui est complètement dépériosté. Donc, c'est quelque chose, donc encore une fois, l'objet n'est pas de vous montrer une série de plein de cas, mais d'arriver à l'ostéotomie segmentaire pour essayer juste de comprendre d'où nous sommes partis et comment nous sommes arrivés à cette situation-là. Donc effectivement, la préservation de la vascularisation dans l'optimisation du pronostic, ça faisait partie d'une de mes diapositives initiales. Ici, elle trouve pleinement son explication donc avec ces ostéotomies, ces expansions sans lambeaux ou avec des lambeaux de demi-épaisseur. Donc la suite a été l'apparition de la piezo. Très rapidement, la piezo est sortie en international en 2002-2003 et j'ai eu la chance de pouvoir participer très rapidement au comité d'évaluation de la piezo de Mectron. Et donc dès cette époque-là, ce que je faisais à l'époque en ostéotomie, notamment pour la distraction osseuse alvéolaire, donc ce que je faisais depuis 4 ans à cette époque-là avec des scies, des disques et ou des fraises, eh bien, m'a permis d'utiliser la piezo pour ces ostéotomies axiales. Et l'ostéotomie axiale, pour ceux qui le savent, donc c'est une section horizontale complète de l'os pour un déplacement vertical. Et donc, ça tombait sous le sens que si nous étions capables de couper l'os dans sa largeur, nous étions capables, avec ces instruments, de les couper dans leur épaisseur. Et donc, cette ostéotomie, donc, possible non plus parfois, cette fois-ci avec des ciseaux à os ou avec des disques ou avec des fraises, pouvait se faire avec l'apparition de cette piezo, et apparu en même temps le concept d'ostéotomie segmentaire qui est guidé, et qui, on va le voir tout de suite, qui va être guidé en fonction des vis qui sont placées, qui vont connaître une évolution sur les 2 années qui vont suivre. Et donc ça, j'avais eu l'occasion déjà de le présenter et de proposer donc une ébauche de classification en 2005 sur les augmentations osseuses, et qu'on retrouve en 2009 effectivement sur ces augmentations, ces ostéotomies en terminologie achevée. Eh bien, on va voir un petit peu c'est quoi ces ostéotomies segmentaires guidées se différencient des expansions osseuses. Elles se différencient par un élément très simple que sont les fractures contrôlées. On va pouvoir définir une ligne de clivage, on va pouvoir définir le cadre de ce clivage et ne pas se laisser piéger comme cette prémolaire que nous avons vu sur le premier cas clinique où la fracture s'est bien passée, elle est partie dans un sens qui permettait la pose de l'implant avec un volet osseux qui était relativement épais. Donc, effectivement, je ne vous cacherai pas que nous avons eu également à cette époque-là, comme à tous nos débuts, des déboires et que ces expansions n'étaient pas aussi facilement manipulables. Et c'est un apprentissage qui tenait davantage compte de la courbe d'expérience que d'un protocole. Et donc, ce que nous allons
vouloir faire, et aujourd'hui je pense que c'est la tendance générale pour toutes les personnes qui sont chargées d'enseignement, n'est pas de mettre en avant la performance individuelle d'une personne qui a de l'expérience, mais de mettre en place des protocoles qui permettent à tout un chacun de pouvoir évoluer et de pouvoir aller encore plus loin que ce que nous sommes capables aujourd'hui d'obtenir. La science n'arrête jamais, et faire de la rétention ou penser que nous avons le Graal dans la poche est une mauvaise idée, parce qu'en tous les cas, et c'est connu, l'élève dépasse toujours le maître. Donc il faut partager, et en ce sens-là, les protocoles sont le meilleur moyen de partage, parce qu'ils permettent une diffusion plus large et à toucher un public beaucoup plus important que quelques personnes qui peuvent être sélectionnées et qui peuvent nous entourer. Et donc on va essayer de voir en quoi ces osteotomies segmentaires transversales ont changé un petit peu la donne. Ça, c'était un des premiers patients que j'avais traité, c'était en 2003. À l'époque, vous allez le voir, nous étions encore à la mode des implants longs, donc là, vous aviez des implants au-delà de 20 mm. En moyenne au maxillaire, le plus court qu'on s'accordait était de 13. Donc, je vais réaliser la correction osseuse sous-sinusienne et la pose d'implant chez cette patiente, pour vous signer l'époque, hein, avec des implants de 17 mm. Mais le sujet n'est pas le maxillaire, le sujet est effectivement la mandibule. Donc là, nous voyons effectivement ces monstres que nous mettions aujourd'hui qui ne se justifient plus vraiment. Et pour la petite anecdote, effectivement, j'en parlais hier avec un confrère qui était au cabinet. On était en train de voir un petit peu comment nous avons évolué dans le comblement sous-sinusien. Aujourd'hui, dans les comblements, on met, allez, 1,5, 2 cc, 3 cc au grand maximum. Et j'ai souvenir d'un patient à 7 cc dans un sinus. Certes, c'était un molosse, mais on lui avait mis 7 cc et on n'avait obturé que le tiers de son plancher. Bon, ça c'est pour la petite anecdote qui va, on va dire, dans le sens de ces implants longs. Et c'est pas innocent, parce que vous allez voir que les corrections osseuses que l'on va chercher également, que ce soit par des osteotomies transversales en épaisseur ou axiale, visent des implants précisément qui sont de taille beaucoup plus réduite que ne l'exigeaient nos besoins de l'époque. Donc là, nous pensions sur ce patient-là que nous avions le volume osseux qui était suffisant, hein, nous avions une hauteur en site molaire qui semblait suffisante. Et bien quand on va regarder le cone beam, l'insuffisance osseuse est signée. Bien entendu, il n'est pas question de mettre un implant dans la masse osseuse, d'être complètement enfui, infracristal et orienté en lingual de façon exagérée. Donc le guide prothétique nous amène effectivement, l'exigence prothétique nous amène à un positionnement d'implant dans un plan vertical. Alors certes, aujourd'hui on pourrait se dire c'est un cas qu'on pourrait traiter avec une régénération osseuse, mais encore une fois, nous sommes en 2003, la ROG n'a pas encore ses lettres de noblesse, et on va voir un petit peu par la suite comment on va faire le diagnostic entre une régénération osseuse ou entre une ostéotomie segmentaire, et qu'est-ce qui fait le choix de l'une par rapport à l'autre. Donc là, la correction, eh bien, nous allons la réaliser avec une ostéotomie. Donc là, l'ostéotomie est réalisée au piezo. Vous voyez que le trait d'incision maintenant commence à être parfaitement contrôlé et rectiligne. Il est encore un petit peu épais. Les premiers instruments que nous avions pour l'ostéotomie à la piezo étaient relativement épais. Et donc, vous voyez ici que l'ostéotomie, elle présente une épaisseur relativement large. Donc, on travaillait minimum sur des épaisseurs osseuses de 3 mm. Après, on peut descendre beaucoup plus bas, on peut descendre jusqu'à 2 mm, mais avec une anticipation de la résorption de cet os d'1 mm sur la crête. Donc, une dent distale est extraite. On voit le cadre de l'ostéotomie qui est fait. Et pour ceux qui connaissent le sujet, ça tombe sous le sens, mais pour ceux qui ne sont pas adeptes de la technique, nous allons réaliser une ostéotomie, ça veut dire une section de la corticale et de la médulaire complète dans la partie crestale, donc dans la partie axiale. Nous allons réaliser une ostéotomie complète de décharge mésiale et distale, c'est-à-dire qu'on franchit la corticale pour rentrer dans la médulaire. Bien entendu, on ne coupe pas en lingual. Et à la partie basse, apicale, nous allons réaliser une corticotomie, qui est la création d'une ligne de clivage, créer une ligne de fragilité pour pouvoir obtenir cette fracture. À l'époque, les outils n'existaient pas, je n'avais pas d'instrument pour pouvoir maîtriser ce clivage, donc je tapais quand même, mais beaucoup moins. Et là, une tige de parallélisme d'océoblast, pour ceux qui ont connu cette époque, les implants d'astra-océoblast les premiers, eh bien, la tige de parallélisme, qui était relativement mince sur l'autre bout, nous permettait en impactant d'obtenir ce clivage. Et après, l'instrumentation, effectivement, a changé, et très rapidement d'ailleurs, on a recyclé d'autres outils, comme on va le voir un peu plus loin. Donc là, on ouvre l'espace médulaire, on voit que c'est la paroi qui est en train de se déplacer, et on va terminer avec un clivage, avec un os très mince. Vous voyez, ici, nous sommes avec une épaisseur moins d'1 mm d'épaisseur. On est parti d'une crête qui était de 3 et on a 0,5, à peine 0,5. Hein. Vraiment, on n'a pas beaucoup plus que 0,5. Les instruments aujourd'hui sont beaucoup plus fins. On a des ostéotomes, plutôt des inserts de l'ordre de 0,3 mm. Donc vraiment, on arrive à faire des coupes extrêmement fines.
Toujours est-il que nous utilisions des vis qui étaient crantées, et c'était un cauchemar de pouvoir fracturer l'os en maintenant une vis en place. On va le voir un petit peu, un peu plus loin, un petit peu la problématique de ces vis dans les translations quand elles n'étaient pas encore adaptées à cet usage. Donc là, l'ostéotomie est réalisée. L'autre côté adjacent est fait quelques semaines plus tard, un petit mois après. Donc la même chose, ostéotomie crestale, ostéotomie distale, ostéotomie mésiale et corticotomie apicale. On voit ici la corticotomie à la base qui est relativement fine, très superficielle. Et la deuxième tentative était d'utiliser les expanseurs de Miss. À l'époque, ces expanseurs étaient destinés à la correction osseuse pour une expansion, mais ils entraînaient beaucoup de dégâts parce qu'ils comprimaient dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils entraînaient une ischémie en appuyant sur la face interne et externe, et ils n'étaient pas destinés à être utilisés avec une ostéotomie, mais avec un foré. Donc très rapidement, leur dénomination a changé pour s'appeler des condenseurs et non plus des expanseurs. Donc ça permettait effectivement à cette époque d'arrêter de taper sur le patient, d'utiliser les lignes de fragilisation qui avaient été créées pour imprimer une contrainte de façon à ne mobiliser que la paroi externe. Et voilà donc l'ostéotomie réalisée, la paroi est déplacée. On voit ici la vis dite bicorticale qui va rentrer effectivement stabiliser avec sa tête la paroi vestibulaire et s'ancrer en dépassant en lingual, en s'ancrant vraiment en lingual de façon à entraîner un ancrage bicortical. Donc la stabilité des implants, elle peut être liée soit à une stabilité à l'apex dans la zone non expansée, si on a la marge, soit effectivement ça peut être la vis et la plaque osseuse qui reviennent comprimer et qui viennent contenir l'implant et contribuer à son maintien en place. Et dans ce cadre-là, on oublie effectivement le torque de l'implant, parce qu'il y a zéro torque. En général, quand vous mettez la vis de cicatrisation, vous avez votre implant qui tourne sur lui-même. Donc c'est assez important de bien les stabiliser avant la fermeture du lambeau pour qu'il n'y ait pas de bascule en laissant un espace où que les implants ne soient pas parfaitement stabilisés. Donc là, on voit sur la diapo de gauche, vous voyez de droite à votre écran, vous voyez le très bas qui est une ostéotomie extrêmement fine, extrêmement légère, et une zone de clivage avec une zone apicale qui reste en charnière et qui permet d'obtenir cette phase d'expansion. Donc 4 mois plus tard, le retour sur site, nous voyons que dans ce contexte-là, l'os allogénique qui a été utilisé pour le comblement a bien rempli sa mission. Nous sommes en présence d'un os qui saigne abondamment et on voit bien que la vis en vestibulaire n'a pas subi d'exposition. Nous n'avons pas de résorption sur la face externe de la vis. On ne voit pas la partie de la tige filetée, donc nous avons une très bonne cicatrisation et une très bonne intégration. Cela dit, au passage, les résorptions, elles peuvent avoir deux étiologies. Elles peuvent bien entendu avoir pour cause principale l'ischémie que nous aurons occasionné dans l'acte opératoire, mais elles ont également le facteur intrinsèque au patient, son facteur d'angiogenèse, son facteur angiogénique et sa capacité à réinduire une vascularisation. Et ça, vous le savez, pour ceux qui font de l'implanto, qui sont, je pense, tous présents aujourd'hui, que vous avez des cas où vous mettez un implant où toute la cicatrisation se passe bien, il y a des cas où vous avez une réaction inflammatoire parce que le site n'est pas forcément extrêmement saignant et que la réaction inflammatoire entraîne, dans certains cas, des résorptions osseuses. Donc la problématique n'est pas liée à une technique, elle est liée à ce stade-là, à la capacité intrinsèque de votre patient. Et ce sont des éléments assez difficiles à prendre en compte. On peut les approcher par un bilan biologique, mais surtout, majoritairement, on les approche a posteriori, parce que souvent, le bilan initial est normal, et quand on a des complications, en faisant des investigations beaucoup plus lourdes et beaucoup plus profondes, on trouve des événements sous-jacents beaucoup plus perturbants. Et j'ai le cas d'un patient chez qui nous avons pendant 6 mois essuyé, plus que ça, 8 mois ou 9 mois essuyé des complications à ne plus rien comprendre, avec un bilan rénal qui était tout à fait normal, sauf que dès que nous nous sommes retrouvés quelques 5 ou 6 mois après nos premières complications, donc après la phase thérapeutique initiale, le patient a été opéré pour une dialyse rénale. Il était en début d'insuffisance rénale qui n'est pas signée au niveau des transaminases. Il n'y a pas la signature initiale quand il y a une perturbation d'un organe qui influe sur le métabolisme osseux. Donc c'est souvent assez compliqué de faire le diagnostic quand il n'y a pas de signe clinique évident. Donc nous nous retrouvons ici avec un événement qui est assez intéressant. Vous voyez que dans ce contexte, nous avons 2 niveaux osseux différents. Nous avons effectivement un niveau osseux en bas à droite du patient avec un niveau osseux crestal qui restait parfaitement stable, ce que nous appelons le bone level margin, donc la crête osseuse marginale, et c'est lié à ces connexions
probablement qui à l'époque étaient les précurseurs de ces connexions coniques, et sur certaines connexions à plat, où nous avons une réorganisation osseuse à la première spire. Donc nous sommes dans les deux cas des normalités, et là nous sommes dans une réaction osseuse qui ne dépend pas de l'acte d'augmentation, mais qui dépend surtout de la morphologie et de la topographie, de la connectique de l'implant utilisé. Alors, ces osteotomies transversales, donc, qui étaient guidées par ces vis un peu de première génération, nous allons voir ici un dernier exemple d'une patiente ASA2, diabétique équilibrée, 73 ans, chez qui nous allons avoir à réaliser une augmentation mandibulaire associée à une pose d'implant. Donc, voilà le site exposé. Nous allons réaliser ces ostéotomies mésiales, distales, corticotomie apicale, l'ostéotomie crestale, en utilisant des élévateurs plats. Là, c'est un élévateur comme un ciseau à os, mais beaucoup plus fin qu'un ciseau à os. On va pouvoir venir cliver cette face vestibulaire et déplacer, entraîner la microfracture de cette vis. On ne va pas la déplacer à ce stade-là, on va la mobiliser. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire ce clivage, il faut impérativement observer que vous avez les zones angulaires qui commencent à être mobiles. À partir de ce moment-là, votre clivage va bien se passer et on passe à la phase secondaire qui est la préparation du forage et la pose de la vis dite bicorticale. Nous avons ici donc un implant en distal dans une zone non clivée et deux implants mésiaux dans la zone du clivage avec la paroi osseuse qui reste en charnière ici. Et vous voyez donc dans la partie basse l'émergence du mentonnier. Donc il faut être très vigilant aussi, bien entendu, sur ces incisions, sur la précision des ostéotomes. Et donc là, nous sommes peut-être à 0,3 ou 0,4 mm de l'émergence du mentonnier. Il est évident qu'il n'est pas question d'aller avec un rotatif ni avec un disque dans cette zone-là. Donc vraiment, si vous n'avez pas de piezo, il faut l'emprunter à votre ami ou à une personne autour de vous, ou demander une évaluation, mais ne faites jamais ça avec un disque à proximité. Un dérapage est vite arrivé et les dégâts peuvent être vraiment dramatiques si ça s'entortille autour de votre fraise. Donc là, nous voyons que le site saigne bien dans la partie médulaire. Alors personnellement, je suis très adepte de l'os allogénique dans ces os-là parce que la manipulation est très aisée, la cicatrisation est extrêmement spontanée, la réaction inflammatoire quasi inexistante, la fibrose quasi inexistante. J'ai utilisé beaucoup au départ de la xénogreffe, donc du bioos qui imposait de poser une membrane. Alors poser une membrane sans la stabiliser, pourquoi pas? S'il fallait la stabiliser, il fallait la stabiliser en dessous d'une zone clivée, donc, et ça oblige de décoller beaucoup plus en lingual. Donc pour pouvoir amener cette membrane, recouvrir la paroi vestibulaire. Donc pour ma part, j'ai fait ce choix, et on pourra en discuter tout à l'heure, d'utiliser en onlay, donc de recouvrir non seulement effectivement l'espace ouvert, mais également de recouvrir la table vestibulaire de façon à créer un lit de remodelage vestibulaire pour protéger cette paroi osseuse qui a été exposée. Les suites opératoires. Voilà un petit peu un des comptes rendus que j'avais reçus par une consoeur et amie suite à l'intervention sur une de ses patientes pour une ostéotomie. Hématome léger, trismus, donc tout ça c'est lié à l'ostéotomie bien entendu, mais surtout à la relaxation des tissus mous, avec une douleur modérée gérée par les antalgiques. Une douleur modérée gérée par les antalgiques de niveau 1. Donc là, il n'y a pas du tout de niveau 2. Le lendemain, nous sommes à J2, bien sûr l'hématome augmente, le trismus commence à se lever, la personne commence à pouvoir ouvrir la bouche, disparition de la symptomatologie douloureuse, donc plus de dentalgique, par contre nous avons un hématome qui est conséquent, et un enduit blanchâtre adhérent sur la zone suturée. Cet enduit blanchâtre, en fait, ni plus ni moins que la muqueuse qui a été relaxée, qui est tractée, qui passe par un début de stade d'ischémie. Je l'ai observé quasiment sur toutes mes translations quand je voyais les patients à J1, J2, et qui disparaît à une semaine, on ne la voit absolument plus. Donc là, je n'ai jamais eu de nécrose de surface de ce lambeau-là. Il faut bien entendu bien valider l'épaisseur, bien valider la zone de clivage du bistouri et bien séparer les plans pour pouvoir garder une épaisseur suffisante à la revascularisation de ce lambeau jugal tracté. Alors, nous retrouvons notre patiente, effectivement, avec la radio ici post-opératoire. Vous voyez la ligne de clivage sur la panoramique du haut, la ligne de clivage sur la partie basse, ici. D'accord, ça c'est la partie de l'estotomie verticale, horizontale, et on voit quelques mois plus tard effectivement la disparition de cette zone d'ostéotomie. Et quand on regarde à une rétroalvéolaire dans une zone un peu plus proche, nous avons l'impression qu'effectivement nous avons dans certaines zones, notamment sur le deuxième implant, un peu sur le mésial de l'implant, nous avons une croissance osseuse qui s'est faite au-dessus. Donc dans une augmentation osseuse, dans une greffe osseuse, quelle qu'elle soit,
quelle que soit la nature de la greffe osseuse, il est rarissime, voire à moins d'enfuir l'implant, il est rarissime de voir une augmentation osseuse se faire au-delà du col de l'implant, tout simplement parce que nous n'avons pas la même exposition de cet espace médulaire. Et voilà à quoi ressemble donc la cicatrisation chez une personne, vous vous souvenez, plus de 72 ans, diabétique équilibrée, et donc avec une ostéotomie, un temps opératoire, pas de prélèvement, pas de régénération avec une relaxation tissulaire exagérée. Donc là, nous avons une relaxation qui est vraiment à minima avec des suites et une morbidité extrêmement faible. Et on voit que effectivement, cette Tunley que nous avons vue, j'aime bien revenir en arrière, hein, je vous ennuie un petit peu avec, mais pour revoir un peu les images, vous voyez qu'ici, l'os allogénique n'est pas uniquement sur la crête, mais il déborde sur le sulcus dans le sillon en vestibulaire, effectivement. Et quand on revoit le patient quelques mois plus tard, 4 mois, cette zone ici a servi de tampon pour la revascularisation de cette paroi vestibulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance qui va se faire sous la tension des tissus mous de cet os, qui est un os à forte résorbabilité, mais sa présence à la surface osseuse va permettre effectivement un freinage, va réduire l'ischémie et la résorption de la paroi osseuse vestibulaire. Donc il sert en même temps de matrice minérale pour donner un certain lit à la formation osseuse et au remodelage osseux de la paroi, mais également il fait office de barrière. N'oubliez pas, il a une matrice collagénique qui est quand même assez importante, puisqu'on est à plus de 30% de collagène dans la matrice de l'os de banque. Un autre cas ici, effectivement mandibulaire, pareil, où on va réaliser cette ostéotomie, et là, simplement un petit point précis à l'attention de nos amis qui sont présents, qui réalisent des augmentations osseuses, même une simple ROG. Quand vous êtes en présence d'une dent en distale, je vous invite à éviter d'inciser dans le sulcus. Et c'est du bon sens. Que ce soit une prothèse ou que ce soit une dent naturelle, la dent distale, on doit éviter à tout prix de faire une incision dans son sulcus. L'hématome secondaire va entraîner un développement des tissus, un recouvrement de la dent. Souvent, quand vous voyez votre patient à 4-5 jours, une semaine, l'hématome ou l'œdème plutôt recouvre cette dent distale. Or, cette dent distale a une forte proportion à accumuler la plaque dentaire. Donc, la plaque dentaire va s'accumuler et vous avez un hématome qui la recouvre. Ce qui veut dire que le patient n'a aucun moyen d'hygiène au collet de cette dent. Et qu'y a-t-il au collet de cette dent? La surface osseuse sur laquelle vous avez travaillé à proximité de la zone de votre correction osseuse. Donc, laissez l'hématome s'installer à distance de la dent. Là, même si pendant une semaine ou 15 jours, le patient ne brosse pas sa dent distale, je n'aurai pas de problème d'infiltration dans la zone d'augmentation osseuse latente. Donc ça, si je dois vous donner un petit message pour ceux qui ne font pas de chirurgie avancée pour un take-home, pour rentrer chez vous et effectivement utiliser quelque chose qui, je l'espère, vous sera utile, pensez à cette incision décalée. Donc là, nous avons changé de fusil. Nous utilisons effectivement maintenant des outils qui sont beaucoup plus fins. Nous sommes sur les nouveaux inserts, donc ici les OT13, qui nous permettent d'avoir effectivement une coupe beaucoup plus fine. Nous sommes de l'ordre de 0,3 mm et on va pouvoir cliver avec beaucoup plus de précision cet os. Donc on voit l'ostéotomie verticale, les ostéotomies de décharge distale, mésiale et la corticotomie apicale. Donc à ce stade-là, nous allons entamer la fracture. Nous l'entamons, c'est-à-dire que nous n'allons pas à ce stade-là déplacer le volet. On va s'assurer qu'il a une micromobilité. Vous voyez, on voit bien que l'espace médulaire, si je force un peu avec mon instrument, l'espace va s'ouvrir. Donc je vais simplement initier ce micro-mouvement pour m'assurer du contrôle de la fracture. On peut utiliser un guide pour venir impacter cette crête. On peut l'utiliser avant, on peut l'utiliser après. Après, c'est une autre question. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas l'utiliser une fois que la paroi a été clivée. Donc il faut que la paroi soit toujours en place. Ici, c'est un guide assez basique, c'est un guide prothétique. On pourrait utiliser un guide chirurgical, mais je vous invite à ne pas utiliser de guide chirurgical complet. Là, sa raison de cela, c'est que vous n'avez aucun contrôle des micro-mouvements ou de la contrainte que vous développez sur votre paroi osseuse. Une chirurgie guidée est faite pour avoir une stabilité primaire importante lors de l'insertion de votre implant, pour avoir un forage le plus calibré, le plus proche de la dimension de l'implant. Tout à fait le contraire d'une ostéotomie, où on va chercher surtout à ne pas solliciter de façon exagérée la pression sur cette paroi et entraîner une fracture complète du volet osseux. En gros, si vous torquez à 30 newtons en insérant un implant ici, je vous assure que votre paroi osseuse ne restera pas en place, elle sautera. Donc,
pas de chirurgie guidée, vous ne verrez pas complètement l'histoire se passer. Et donc les premiers guidages, nous avions cette problématique, vous voyez ici, c'est à chercher à guider la fracture. Quand vous clivez votre paroi osseuse, elle ne se déplace pas horizontalement, elle se déplace avec un clivage vertical, donc vertical qui va redresser l'axe de la paroi. Donc ce clivage vertical redresse la paroi, votre forage et l'axe de votre vis ne sont pas dans cet axe-là. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous levez, vous venez dans l'indentation mordre sur les spires de la vis. Et ça, c'était la problématique que je rencontrais à cette époque-là. Au fur et à mesure qu'on clive, il faut visser, dévisser, visser, dévisser. Donc on guidait en vissant, dévissant, c'est-à-dire que une main sert au clivage et l'autre main sert à dévisser et à revisser pour permettre de passer à chaque fois une spire. Et fort heureusement, aujourd'hui, nous avons les outils pour ne plus avoir cette gymnastique à faire. Donc là, l'ostéotomie est réalisée, les implants sont placés de façon assez simple dans les indentations qui ont été réalisées par le guide. Et puis, on va garder ici la vis proéminente. Donc ça, c'était l'évolution secondaire en fait au niveau de ces vis. Je ne vais pas chercher à les serrer, je vais les garder proéminents. Ils vont me servir de stabilisation à l'os allogénique qui va venir en périphérie. Cet os allogénique va se stabiliser en micro-mouvements en surface et donc avoir moins de chances, on va dire, de diffusion ou de se déplacer par rapport à la zone d'ostéotomie qui m'intéresse. On va utiliser tout ce qui est en notre possession pour pouvoir effectivement obtenir une régénération cohérente. Là, j'ai utilisé donc du PRF, des IPRF. On peut discuter de l'intérêt sur l'ossification ou le recrutement cellulaire. En tous les cas, ce qui est acquis, et je pense par l'ensemble de la société scientifique aujourd'hui, c'est sa capacité angiogénique. Donc, dans une zone où nous sommes en contact de vaisseau, nous avons un recrutement vasculaire essentiel, majeur. Et dans ce contexte-là, eh bien, on va pouvoir jouer sur un autre facteur qui est le facteur de la stabilité du matériau. Donc nous avons ici l'agrégation du matériau, ce que Joseph avait appelé le sticky bone. Donc ce sticky bone, quand on rajoute ici une part de xénogreffe à l'intérieur pour augmenter la densité et limiter le remodelage, eh bien n'est plus vraiment aussi élastique que celui de l'os allogénique. Néanmoins, il remplit parfaitement sa mission de stabilité. Et donc vous voyez qu'il est parfaitement, on va dire, emboîté dans les deux vis qui dépassent, et donc nous avons une stabilité de la matrice qui, sur ce point-là, ne posera pas de problématique lors de la fermeture de la berge, ni lors de la formation du cal primaire. Donc voilà, nous retrouvons le cas clinique avec l'ostéotomie à la partie apicale, et puis l'implant mésial qui est à la limite de la zone. Et nous retrouvons ici donc l'image tomodensitométrique à 4 mois, où nous avons effectivement, ici il y a un artefact au niveau de la radio médiane, on ne devine pas la crête, mais vous allez la voir sur la radio, la réentrée chirurgicale. Nous avons vraiment des parois osseuses qui sont préservées, nous avons des volumes osseux qui sont assez satisfaisants en termes de pronostic des implants. Donc nous avons effectivement ici cette matrice et cette augmentation qu'on observe par endroits. Dans d'autres, elle est moins efficace. Encore une fois, il n'y a pas de membrane et ce n'est pas le but qu'on lui demande. Ce n'est pas le but que je lui demande ici. Ce que je veux, c'est simplement travailler au plus simple au niveau de ce site avec le résultat le plus prévisible. Et on retrouve effectivement des croissances osseuses qui vont se faire là où les espaces médulaires étaient largement ouverts et où le matériau a bénéficié de cet apport vasculaire assez puissant. Donc, nous allons partir donc sur la dernière évolution qui est l'expansion osseuse à proprement guidée par les vis autoguidantes. Donc en 2004, j'ai commencé à travailler avec la société Daltex et réfléchir comment nous pouvions adapter donc les vis pour pouvoir avoir un guidage qui soit beaucoup plus souple et qui permette la bascule sans pour autant être gêné par les spires de ces vis. Et donc ça a donné en 2005 la sortie d'un kit d'ostéotomie qui a été présent à l'ADF pendant 2 années, puis pour différentes raisons économiques, qui n'a pas pu rester présent, puisqu'il ne concernait pas l'ostéotomie transversale uniquement, mais l'ostéotomie axiale, et il y avait peu de demandes sur cette ostéotomie axiale à cette époque-là. Donc, ce kit d'ostéotomie contenait plutôt ces vis autoguidantes qui ont été par la suite copiées par la société Global D, ex-TK à l'époque. Donc, nous sommes ici avec ce que chez Deltex, nous avons appelé les lag screws, donc les vis lag, dérivés des vis compressives utilisées donc en chirurgie maxillofaciale, en reconstruction osseuse. Donc nous avons effectivement 2 problématiques ici dans le CT. Nous avons une problématique d'épaisseur et nous avons une problématique d'axe.
Et donc, vous imaginez facilement que l'ostéotomie de la table vestibulaire va permettre non seulement de donner la dimension pour placer l'implant, mais va permettre également un clivage qui va permettre d'ouvrir cette paroi et donc de pouvoir avoir un positionnement implantaire axial. Donc là, c'est le deuxième site. Là, nous sommes dans un site beaucoup plus cortical. Et là, il faut être extrêmement vigilant sur la gestion de ces sites corticaux. Ce sont des sites à très fort risque nécrotique ou en tous les cas d'ischémie secondaire. Donc il faut les gérer avec très très peu d'agressivité au niveau de l'acte chirurgical. Donc l'ostéotomie ici est réalisée. Vous voyez les deux vis qui sont insérées avant le clivage. Les deux vis sont insérées juste avec le début de la mobilisation et en prenant n'importe quel instrument, ici c'est une sonde parodontale, on va pouvoir tracter le volet qui va simplement être guidé par le parallélisme des deux vis et va pouvoir s'ouvrir effectivement et vous donner l'espace nécessaire pour la pose de vos implants. Et on voit que la partie apicale eh bien, reste en charnière et n'est pas clivée. Si quelqu'un a envie de poser la question, je répondrai tout à l'heure pour laisser quand même un peu de marge. Et que se passe-t-il si ça se fracture ? Complètement. On en parlera tout à l'heure, rappelez-le moi si vous le voulez bien. Donc, nous avons donc les vis ici qui sont placées. Ces vis sont dites bicorticales, bien entendu. Elles doivent profondément s'ancrer dans la corticale linguale. Et vous voyez ici que le décollement de la paroi linguale est quasi nul. Aujourd'hui, je ne décolle plus du tout en linguale pour pouvoir garder ce flux vasculaire. Vous savez que la vascularisation va pouvoir passer à travers votre structure osseuse tant que le périos est adhérent. Et si on décolle le périos, il faut réinduire une nouvelle angiogénèse, donc un remodelage de votre volet pour que l'angiogénèse le pénètre. Donc on va pouvoir, dans ce contexte, bénéficier de ce flux vasculaire lingual et dans cette situation de ce flux vasculaire médian. Hop, j'ai été un peu rapide. Voilà, et on va resuturer. Et vous voyez que, pareil, sur la partie distale, effectivement, nous sommes à distance de la couronne de la dent adjacente. Nous avons ici donc le patient. Pourquoi j'ai une diapo qui me manque? Dommage. Bon, en tous les cas, on va le voir sur d'autres cas. J'ai une diapo qui me manque, je suis désolé, il nous manque la diapo de la réentrée chirurgicale et on voyait exactement le même type d'image. Et ici, c'est la stabilité osseuse à 4 ans au niveau marginal. Donc rien de bien original. Cette stabilité osseuse, on l'a. Alors, on a des résorptions osseuses crestales, on va en parler tout à l'heure à la conclusion, mais entre-temps, je vais vous montrer un petit film pour voir un petit peu une ostéotomie et comment elle se met en route. Donc, Jérôme nous a sauvés tout à l'heure, il nous a sauvé la vie parce qu'il y avait un fond de musique sur lequel je n'avais pas les droits d'auteur. Ah, Jérôme, j'ai la musique? Non, t'as la musique parce que tu l'entends sur ton retour, mais personne okay, n'entend. Donc on avait du Gershwin, on avait du Muse, mais bon, on n'y aura pas le droit. Bon, tout va bien, parce que la musique n'était pas libre de droit. Et donc là, on va réaliser l'ostéotomie verticale. On va réaliser l'ostéotomie axiale, latérale axiale. Donc c'est une ostéotomie complète de la corticale vestibulaire. Et on voit que c'est une corticotomie apicale. On voit que ça ne saigne pas, on ne va pas jusqu'à la médulaire. Et ça, c'est une chirurgie de mémoire qui a été réalisée lors du Géo. Donc, je ne sais pas si c'était ici, c'est celle-là. Lors du Géo, avec... c'était en quelle année le Géo? Bon, c'était il y a à peu près 8 ou 9 ans. Donc, on va réaliser effectivement ce clivage. On voit cette mobilisation. Ça s'est arrêté ou c'est moi? Vous avez... Bon, c'est bon. Parce que moi, j'avais une petite rupture de mon image. Donc, on ne va pas chercher à la déplacer, cette paroi. On va simplement faire le forage de la paroi vestibulaire. Donc, ce forage, il faut aller très, très doucement. Donc, je prends le temps de vous le montrer pour voir qu'on n'y va pas complètement comme si c'était un os natif. Il faut vraiment y aller très légèrement parce que n'oubliez pas qu'elle est séparée des deux parois et il ne faut pas l'entraîner avec un forage intempestif et entraîner la fracture et le déplacement de ce volet osseux. Donc là, on va aller tout doucement, également faire le forage en lingual. Là, ce sont donc les vis qui ont été copiées par GlobalD, par TK à l'époque. Elles ont quelle longueur, ces vis? Les longueurs, elles ont une longueur qui dépend de l'épaisseur osseuse que l'on veut
gagné. En gros, il faut qu'on dépasse d'1 mm en lingual et qu'on ait suffisamment d'épaisseur pour mettre un implant moyen autour de 4. Donc je dirais 4 plus 2, ça fait 6 plus la paroi. Donc au minimum, on est sur des vis qui sont entre 7, 9 et 11 mm. C'est la moyenne. En fait, j'évolue entre 7 et 11 mm. C'est pas quelque chose que tu standardises, vu que tu standardises des implants de 4.1 ou de 4 Si, je peux, mais je ne peux pas standardiser l'épaisseur de mon os résiduel. C'est un peu compliqué. J'aimerais bien. Hein. Ce serait toujours le même cas à traiter. J'aurais un taux de succès élevé. Non, je te taquine. Donc là, tu vois, on va passer la sonde et on va toucher le mur lingual et on va par conséquent choisir une vis qui, au niveau de la sonde, va dépasser par rapport à la mesure de la sonde, gagner 2 mm, 1,5 mm ou 2 mm. Mais parce qu'en plus, il y a quelque chose, Jérôme, qui est assez intéressant, et tu fais bien de le souligner par la question que tu viens de poser de la standardisation, c'est que quand vous faites un clivage sur une mandibule qui est courbe, votre translation n'est jamais symétrique. Ça veut dire que l'ouverture, quand elle se fait, elle est toujours plus large dans la zone mésiale qu'elle ne l'est dans la zone distale. C'est la courbure en fait de la mandibule qui nous amène ça. Et donc vous voyez que dans la partie apicale en distale, j'essaye de sortir un peu le bas de la paroi pour gagner mon épaisseur, alors qu'en mésial, ça s'est ouvert beaucoup plus facilement. Et ça, c'est lié à la courbure de la mandibule. Donc là, cette fracture donc, a été guidée dans son déplacement par ces vis dites autoguidantes, et on va pouvoir, dans ce contexte-là, ouvrir largement. Là, on a ouvert dans la partie mésiale de mémoire, on devait être à l'ordre de 8 mm à 9 mm d'épaisseur. D'espace ouvert, pardon. L'épaisseur, si on concernait l'os initial, eh bien, on va rajouter 3 mm à peu près en moyenne, donc 9 et 3, on est sur une crête de l'ordre de 11 mm. 12 mm, pardon. On a plein de questions là, et puis j'en ai plein pour toi. J'en ai plein pour toi également. Il y en a une là juste que je voulais te poser, c'est quelle est la distance, enfin qu'on te pose, quelle est la distance minimale entre un implant et une vis? Alors, à partir du moment où les vis sont en titane, il n'y a pas de problématique particulière à être au contact. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons souvent dans les greffes. C'est-à-dire que si on a une vis d'ossosynthèse qui se fracture dans un site et qu'on doit placer l'implant, eh bien on ferait à travers la vis d'ossosynthèse, si les vis sont en titane. Donc on n'a pas besoin de se mettre à 3 mm comme entre deux implants. Non, il n'y a pas de distance de sécurité parce que la vis va être destinée à être retirée par la suite en tout état de cause. Donc au moment en général de la mise en fonction, on va retirer la vis. Donc là, je vais vous montrer ici, c'est une ostéotomie transversale sans pose d'implant. Et donc, on va utiliser donc, ces facteurs plaquettaires, ces PRF, pour venir effectivement combler. Et vous voyez comment ils sont cohésifs entre eux. Donc, ils ont effectivement cette fibrine qui les lie, ils ont ce facteur angiogénique qui est extrêmement puissant, et ce facteur cohésif qui, à mon sens, est un des principaux facteurs, si ce n'est le plus important des facteurs d'une augmentation osseuse, c'est la stabilité des segments, effectivement, afin d'obtenir une angiogénèse stable. Vous savez que quand il y a des mouvements, des micro-mouvements qui se mettent en route, eh bien l'angiogénèse est perturbée et l'ossification l'est également. Donc là, on va pouvoir terminer de combler cet espace axial et on va venir exactement de la même façon déborder sur cette face vestibulaire. Tu n'as pas commenté là tout à l'heure, tu avais fait une dissection là au ciseau. Oui, c'est au Metzenbaum. Oui, qu'est-ce que tu faisais exactement? Explique. Alors, la première incision est une incision périostée, c'est une incision qui fend le périoste, et cette incision, elle ne pénètre quasiment pas au niveau du site. Oui, merci, tu me laisses les clés? Merci beaucoup. Donc, la première incision, elle fend le périoste juste à la surface, et puis les Metzenbaum viennent gagner de la laxité entre le plan musculaire et le plan muqueux. Une question là qui est posée et donc, aussi. Vous voyez qu'ici, oui. Juste si tu permets pour continuer dans cette logique, vous voyez que ce clivage, quand il est fait sans couper dans les plans profonds, il n'y a quasiment pas de saignement, ou le saignement est extrêmement modéré, et bien entendu, les suites opératoires extrêmement modérées. Donc le Metzenbaum, tête mousse, doit faire le travail et pas le bistouri. Et là, justement, question, est-ce que tu fais, qu'on te pose, est-ce que tu fais une stimulation périostée avant l'ostéotomie, un peu finalement comme pour les rogers? Est-ce que on t'a pas vu non plus passer Alors, la stimulation périostée, il y a deux façons d'interpréter la question. Là, donc, ce sont des membranes de PRF, donc du APRF qui est en surface. Et puis, je termine ça et je réponds à la question. Je vais faire une pause sur la diapo quand le film sera fini. Et puis des sutures, vous voyez, très peu tensives. Hein, on a vraiment le lambeau et la suture sont extrêmement simples. Oui, donc la question, la stimulation périostée. Donc, quand on parle
si on doit utiliser le bon jargon de stimulation périostée, tel que le définit Gérard Scortecci, c'est une stimulation sans lambeaux. C'est-à-dire qu'on va venir blesser le périoste pour déclencher une phase d'angiogénèse et déclencher un mécanisme de réparation initiale. Donc, je l'ai testé, donc ce qu'on appelle les ostéotenseurs de Gérard, je les ai testés, je les ai utilisés, je les utilise un petit peu moins. Je pense que dans ce contexte d'ouverture des espaces médulaires, ce flux vasculaire qui est tellement puissant de la partie médiane, associé à ce saignement qui est quand même relativement conséquent de la phase vestibulaire, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à l'ischémie de la surface. Alors, si on entend par stimulation périostée, et c'est un terme qui n'est pas utilisé à bon escient, la perforation de la corticale, là, surtout pas. Il ne faut pas blesser à chaque fois que vous allez blesser un volet osseux, une corticale osseuse, vous allez entraîner un remodelage accéléré dans cette zone-là, et vous allez entraîner des phénomènes de résorption préalable à la position. Ça peut le fragiliser aussi. Ce qu'on ne peut pas. Ça peut le fragiliser aussi, mécaniquement. Ça peut fragiliser, et ça n'amène rien, puisqu'en tous les cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui se passe à la surface. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur. La meilleure des stimulations périostées, c'est l'ouverture de l'endoste, puisque là, nous avons un espace médulaire qui est complètement ouvert, et les implants sont situés, et la régénération est située dans l'espace médian. Donc, et cette régénération osseuse qui déborde en surface, et ça c'est quelque chose que nous connaissons bien dans le sinus, quand nous faisons des régénérations osseuses en surface avec une fenêtre sinisienne qui est réalisée, c'est que le flux vasculaire n'est pas unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va venir envahir, plutôt l'hématome et le néoangiogénèse qui va s'en suivre vont être envahissants à partir d'une source. Et ici, la source, c'est cet espace médulaire ouvert. Ok. Est-ce que ça répond à la question? Et si ça ne répond pas à la question, notre ami qui a posé la question, s'il peut la repréciser, comme tu avais façon évoqué les deux possibilités, donc toucher le périoste et puis cribler la paroi, donc je pense que tu as tout répondu. Ok, alors si on regarde un tout petit peu ce qui se passe donc en termes de mécanisme de cicatrisation, nous avons donc pardon, je suis revenu en arrière, excusez-moi pour la touche. Donc nous avons une réaction initiale, effectivement, dans les premières 24 heures, qui est une réaction classique d'inflammation. Il y aura une résorption partielle au niveau de la crête. On va essayer de la mesurer un petit peu plus loin dans l'étude que je vais vous proposer. Le tissu de granulation va se former en 48 heures. Et vers le 8e jour, l'apparition d'un cal fibrocartilagineux, ce qu'on appelle, dans les mécanismes fracturaires, en orthopédie, le cal mou. Le cal mou, c'est donc une réticulation de la fibrine. Et ça tombe bien, on en rajoute, effectivement... avec nos PRF, eh bien, nous allons avoir la formation d'un cal qui est cohésif. Ce qui veut dire que cette paroi, dès le 8e jour, va commencer à trouver une stabilité qui n'est pas liée uniquement à la vis d'ostéosynthèse. Et vous savez que quand vous avez une greffe, quelle qu'elle soit, qui a une particule, une paroi osseuse qui est greffée, quelle qu'elle soit, que ce soit un bloc ou que ce soit une paroi fine à la technique de Fouad, quand vous allez faire la stabilisation, la stabilité de cette paroi va être extrêmement, on va dire, instable ou aléatoire durant les 2 mois qui suivent. Il faut qu'elle rentre dans un process de résorption à position pour arriver à ce mécanisme d'ossification secondaire et de formation de cartilage, de cette ossification enchondrale initiale avant de passer à l'ossification, à la minéralisation. Alors qu'à partir du moment où c'est une fracture, et on le sait de l'orthopédie, ce cal mou qui se fait à l'interface, l'interface c'est quoi? C'est pas l'intérieur, hein. L'interface c'est la zone fracturaire ou dans les zones dites faiblement déplacées. C'est-à-dire c'est la partie apicale et une bonne partie, les 2/3, grosso modo, de la base des osteotomies verticales qui sont très peu éloignées du clivage. Le cal mou fibrocartilagineux va se former en 8 jours. Ça veut dire que la paroi, pratiquement au bout d'une semaine, elle a trouvé quasiment sa stabilité finale. Et puis ce cal mou va devenir un cal fibreux. Donc là, c'est à 4 semaines, sous l'action effectivement des chondroblastes et des cellules donc, qui sont issues des cellules non différenciées. Et si on parle de biomécanique cette fois-ci en termes de chronologie et de temps, on voit que la consolidation des fractures est atteinte en 3-4 semaines si le déplacement est minime. Dans les zones de petits déplacements, 3-4 semaines après, nous avons effectivement une stabilité qui est quasiment obtenue. On n'est pas encore parfaitement minéralisé, mais on a une consolidation qui est déjà obtenue. Le massif facial, heureusement, cicatrise encore plus vite, c'est-à-dire que toutes les données que nous avons sur cette cicatrisation des fractures, on l'a sur les os longs en orthopédie en général. Dans le massif facial, ça répare plus vite. La minéralisation est obtenue et commence à être observée à partir du 40e jour. Donc là, nous sommes à la 5e semaine. Donc à la 6e semaine, vous avez donc
la formation de ces îlots de minéralisation, et puis surtout le cal, qui est la formation finale, se fait à partir de la 6e-7e semaine. Le cal est complètement minéralisé avec une résistance supérieure à l'os initial. Et bien entendu, les charges axiales, ça c'est pour l'orthopédie, mais nous, elles ne nous concernent pas dans ce chapitre-là. Donc, on va revoir ici encore un cas. On est bientôt sur la fin, les amis, je pense. J'ai débordé beaucoup. Donc, on va essayer de voir cette patiente. Donc, je vais défiler assez rapidement pour voir encore un autre cas d'ostéotomie. Je ne pensais pas être aussi bavard. Donc là, les vis autoguidantes, libération de la corticale, on s'assure qu'elle commence à bouger, on met la vis autoguidante, on finit le clivage, on choisit la deuxième vis et ça devient une relaxation. Donc là, vous voyez la relaxation, ce sont les Metzenbaum et vous voyez qu'ils ne coupent pas. Ils ne travaillent qu'en ouverture et ils distendent les tissus. Et la relaxation, on la voit ici, elle doit être complète. On voit qu'il y a une zone qui bâille encore dans la partie mésiale. Il faut impérativement la relaxer pour qu'elle soit la plus passive possible. Os de banque. Et ça, c'est quelque chose donc, que vous voyez assez classiquement. Et la réentrée chirurgicale et la cicatrisation. Quelle est la stabilité des ostéotomies dans le temps? On va voir ici un vieux cas que j'ai traité avec une ostéotomie en 2007, c'était, avec un... de mémoire, je l'avais présenté à l'ADF, celui-ci, à cette époque-là. Donc nous avons ici un jeune homme de 22 ans avec une agénésie des incisives mandibulaires. Eh bien, elle nous donne l'impression que l'os est au milieu des canines, dans la partie basse, et si on regarde cliniquement, on voit qu'il y a une crête qui est parfaitement kératinisée, donc il y a de l'os, mais ce n'est pas exactement ce qu'on aimerait avoir pour une implantation. Donc on a un os qui est extrêmement mince. Nous avons un os ici qui est moins de 0,5 mm d'épaisseur dans la partie 2-3 mm sous la crête, il fait à peine 0,7-1 mm sur le dessus. C'est une indication de greffe, oui, probablement, et ce n'est pas une indication de première intention d'ostéotomie. Mais à bien réfléchir, ce qui m'a interpellé, c'est la présence de cette fissure. Ici, chez ce patient, ici il s'agit d'un canal artériel certainement, d'une artériole plus exactement, et je me suis dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas cliver cette paroi qui est un peu plus basse en vestibulaire et faire une ROG puisque mon espace médulaire est ouvert. Donc je vais avoir une ROG possible et dans ce contexte-là, je vais pouvoir profiter de l'espace médulaire largement ouvert. J'ai un mur lingual sur lequel je m'appuie et je peux faire ma ROG. Et la nuit porte conseil, le lendemain je trouvais que c'était une très mauvaise idée puisqu'en fait, si je déplace mon mur vestibulaire en avant, mes insertions des muscles mentonniers ne vont plus trouver leur insertion initiale, vont avoir une tendance à accrocher et à tracter, et on observe dans ces contextes d'atrophie souvent ce qu'on appelle une ptose. Ça signifie que les muscles se contractent, ils tirent tellement que ça ouvre les berges de la plaie. Donc j'ai décidé de faire une ostéotomie linguale en venant en linguale couper juste de l'autre côté de ce microcanal et de déplacer tout le mur lingual, le mur qui est actuellement fait en lingual, d'emmener en vestibulaire de façon à ce que les muscles se réattachent sur un os natif. Et donc je me retrouve avec un mur lingual plus bas et je vais pouvoir refaire une régénération osseuse linguale cette fois-ci. Donc c'est un lambeau particulier, c'est un lambeau labial derrière la ligne vermillon en demi-épaisseur et une fois arrivé au niveau des dents, au niveau de la crête, il passe en pleine épaisseur. Donc là, ici, nous sommes en pleine épaisseur et toute cette zone-là est en demi-épaisseur. Et donc le lambeau, à partir du moment où la pleine épaisseur est décollée en lingual, derrière mon décolleur, c'est tout le lambeau labial qui est roulé et qui est repoussé en lingual. Vous voyez ici cette insertion des muscles qui sont responsables de cette ptose musculaire et qu'on va ici maintenant décoller, apicaliser pour pouvoir faire l'ostéotomie apicale. On va décoller le plan musculaire. J'ai réalisé mon ostéotomie assez classiquement, mais en lingual, la coupe elle est à peu près 6-7 mm plus basse que la crête. 6-7 mm, souvenez-vous de l'aspect du scan, et vous allez voir, c'est intéressant dans le comportement, pour le comportement dans le temps. Donc ce mur vestibulaire, il avance, donc cette crête qui était très mince, au lieu qu'elle ne reste en lingual, elle va se déplacer en vestibulaire, et derrière persiste, là où l'os est épais, un mur lingual qui est beaucoup plus bas, puisque la crête s'est déplacée, et on va pouvoir faire une régénération en lingual. Donc la régénération ici est placée, une membrane pour contenir le matériau qui ne fuse pas dans le plancher de la bouche, et ici de l'os de banque également qui a été utilisé. On voit le déplacement qui a été effectué. Maintenant, cette ligne crête osseuse que vous voyez, eh bien, elle est alignée avec le rebord vestibulaire des canines. Donc elle a été déplacée, déportée en vestibulaire. Les vis bicorticales, et on va venir mettre
donc des membranes de PRF, et vous voyez en lingual sur la diapo à droite, eh bien, tout le lambeau lingual en demi-épaisseur. Donc si on le déplie, il va venir se repositionner derrière la lèvre et devrait être suturé sur son plan profond labial. Donc là, vous voyez les premiers nœuds de traction. On voit que les muscles sont tractés. Les premiers nœuds, on voit un nœud ici, un deuxième là, donc juste en mésial des canines, qui vont tracter les muscles pour les tracter. Et le lambeau qui va se déployer. Et la chose que vous voyez rouler un petit peu ici, ça, ce n'est pas le lambeau, ce sont des membranes de PRF. Et après, des points en U vertical, c'est-à-dire des points en U qui vont venir plaquer le lambeau de demi-épaisseur sur la muqueuse labiale, sur le conjonctif labial. Je me permets d'interrompre, il n'y a aucun risque dans ces conditions d'atteindre la zone sublinguale? D'atteindre la zone sublinguale, tu veux dire au niveau artériel, au niveau des artérioles? Oui. Si, bien sûr. Si, il faut être très vigilant. Le décollement, il ne doit se limiter. Il faut analyser bien le scan, s'assurer que les artères sublinguales sont suffisamment basses et que l'ostéotomie peut être faite au-dessus. Et donc, non, effectivement, il faut être très, très vigilant sur ce décollement. Elle est très délicate. Oui. Il faut, en tous les cas, là, le risque est relativement modéré puisque nous avions un niveau de crête qui était assez haut. On n'est pas dans une atrophie. Tu vois, le même décollement chez un patient avec une atrophie du secteur antérieur serait beaucoup plus dangereuse. Ok. Donc, on revoit au Cone Beam la cicatrisation à 4 mois et on voit la situation pré-op, post-op. On voit qu'on est en pleine phase de remodelage. Hein. On voit bien que la structure osseuse qui est en train de se former est imprégnée par l'anatomie des muscles. C'est l'enveloppe musculaire, l'enveloppe périostée qui va signer. Et on va pouvoir, dans ce contexte-là, placer des implants de 3,5 mm. Donc, les implants sont placés. Vous voyez donc la paroi vestibulaire, les vis qui sont toujours avec cette paroi osseuse qui ne s'est pas résorbée. Elle a été protégée par cet apport d'os allogénique qui a été positionné en surface. Et les implants, le forage des les deux implants sont positionnés. Et là, j'ai péché par excès de prudence, et c'est par excès d'inconscience ou d'excitation, c'est que j'aurais dû me rendre compte que mes implants, ici notamment le gauche, le 32, ma paroi vestibulaire est très fine. Je pense que nous tous ici présents, si on s'était rendu compte un jour où on plaçait un implant que la paroi vestibulaire est fine, on aurait fait un complément de régénération osseuse. Et là, je ne l'ai pas fait, mais c'est instructif, vous allez voir, c'est très instructif. On retrouve ce patient 7 ans plus tard. Bon, grosso modo, sur l'implant 42, pas de perte cristal, 31, il y a à peine 0,5, on a une toute petite perte osseuse ou réorganisation osseuse cristal à 7 ans. Et quand on fait le Cone Beam, eh bien, effectivement, j'ai été puni là où j'avais mon os très mince en vestibulaire sur la partie cristal, j'ai perdu 1,5 mm à peu près mesuré. Ici, je n'ai pas perdu. Mais sur celui de la 32, j'ai perdu 1,5 mesuré dans cette zone-là de la corticale vestibulaire. Mais là où c'était assez bluffant, c'est de se retrouver avec une corticale linguale parfaitement réorganisée et dense. Et n'oubliez pas, c'était la zone de la régénération osseuse. Tout celle-ci, c'était la zone de la régénération osseuse avec un matériau d'os de banque qui n'a aucune hydroxyapatite dense dedans. Donc, la fonction linguale, la tension modérée de la zone linguale et des attaches linguales, ce n'est pas l'attache de la langue à proprement parler, mais l'attache du plancher de la bouche. Donc cette stimulation continue et fonctionnelle est à l'origine de cette formation corticale et cette stabilité. Donc tout ça pour amener à une étude qui a été menée par un étudiant, un doctorant en médecine, Grégoire Huguet, qui était interne à la fac de Nantes. Et donc nous avons un article depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, en attente chez nos amis au JOMI, en attente de relecture et de correction. Nous sommes à la 2e phase de correction et qui répertorie donc 125 ostéotomies transversales, donc 125 ostéotomies dans ma base de données et sur lesquelles effectivement nous avons analysé le gain volumétrique moyen, mais également la résorption osseuse transversale et crestale. Donc c'était les 3 objectifs, le gain et la résorption osseuse crestale et la résorption verticale. En moyenne, on a des corrections qui oscillaient entre, on va dire, 3 mm et 7 mm pour prendre une fourchette assez large. Et avec des gains dans la partie médiane, on a mesuré les gains à différents niveaux et un remodelage osseux crestal qui était dans la partie vestibulaire en moyenne de l'ordre de 1,5 mm. Alors ce 1,5 mm est intéressant à analyser. Si vous regardez mes mains, je pense que vous voyez mes mains. Imaginez si ceci est la crête osseuse. Quand je vais faire un clivage, ma paroi vestibulaire va se retrouver plus haute que ma paroi linguale. Ok, vous êtes d'accord?
Et partant de là, on se rend compte qu'effectivement, quand nous avons les implants qui sont placés le long de la ligne linguale, ça correspond grosso modo à une résorption de la partie crestale liée à l'ischémie. Elle est liée à l'ischémie, elle n'est pas liée à autre chose, c'est pas lié à la position de l'implant, mais comme c'est une zone qui va automatiquement obtenir un gain par la translation, cette petite fonte de 1,5 mm en réalité ne pose aucune problématique de pronostic au niveau des implants qui forcément et de facto sont plus bas situés au niveau de la zone linguale. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, je vais terminer sur un petit clin d'œil sur ce que j'ai appelé les ostéotomies mixtes. Donc, on va réaliser une ostéotomie axiale et dans certains cas, est-ce que l'ostéotomie peut corriger des défauts relativement complexes? On va voir un exemple. Des exemples, j'en ai quelques-uns, mais là, je vais vous mettre un qui est assez révélateur de ce qu'on peut faire avec une morbidité, et c'est peut-être là l'essentiel, avec une très très faible morbidité avec les patients, de corriger de la lourdeur de l'intervention unique, importante, en la divisant en deux, de diminuer la tension des tissus mous nécessaires à une correction en hauteur et en épaisseur, et par conséquent de diviser le risque de complications chirurgicales par deux interventions. Et je vais vous l'illustrer ici par un défaut vertical et d'épaisseur, donc axial et transversal, de plus de 5 mm dans la partie médiane, dans la zone esthétique, et on va essayer de voir comment on va gérer cette situation. On a un os qui est fin, il est très haut situé, il faut corriger la hauteur. On peut faire une greffe 3D, on peut faire un prélèvement, une greffe autologue, mais on peut également penser autrement. Et penser autrement a été la réalisation de l'ostéotomie axiale, et vous voyez en péropératoire une toute petite incision, un petit placard, un déplacement du pédicule médian, c'est-à-dire la zone de défaut a été déplacée axialement, sans rompre la vascularisation crestale. Et là, nous sommes en pérop, temps opératoire 45 minutes. Hein. Vraiment 45 minutes en prenant son temps et en faisant les photos. Eh bien, nous avons corrigé la partie axiale. Et vous en convenez que si vous regardez le niveau de la crête ici par rapport à celle d'avant, eh bien, l'alignement est en passe d'être obtenu. Donc, on va utiliser ces facteurs plaquettaires, effectivement, qui sont liés à la matrice collagénique du biomatériau, pour venir combler le site. On laisse cicatriser, et une fois cette cicatrisation initiale obtenue, nous nous retrouvons avec un gain en hauteur, mais on n'a pas corrigé l'épaisseur pour autant. Donc on va réaliser un deuxième temps chirurgical ici, qui est l'accès sur le site, dépose de la plaque, dépose de la vis, et de réaliser une ostéotomie transversale. Donc l'ostéotomie transversale ici est réalisée avec la pose donc, de deux implants. On fait un clivage d'épaisseur, et on va venir. Vous voyez qu'ici, il y a une fissure, une zone de correction osseuse insuffisante au niveau de l'implant en site de 23. Il y a un petit manque osseux lié à ce déplacement en tiroir. Ce déplacement en tiroir nous a fait gagner de la crête plus haut que le niveau de la pente de la zone adjacente. Mais c'est un tout petit défaut qu'on va corriger par une régénération, par le surcomblement de la paroi vestibulaire. Donc le surcomblement de la paroi vestibulaire de l'ostéotomie dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici, est réalisé, des membranes de PRF sont utilisées, il n'y a pas de membrane collagénique, il n'y a pas de membrane de collagène, c'est juste des facteurs plaquettaires qui sont mis, et on va se retrouver ici, effectivement, avec entre la descente et l'ostéotomie transversale, avec une traction des tissus mous, de la muqueuse jugale. Donc on voit ici la tension qui est générée, et le volume osseux, à la palpation, il est ici. Il est à l'endroit où je vous positionne ma flèche. L'os est vraiment ici en termes de bombée, en termes de volume. Et à ce stade, que faire? Eh bien, on va faire très simple. On va faire un lambeau palatin apicalisé. Donc, on voit la situation avec la mesure. Donc là, la hauteur donc, mesurée dans le défaut dans la partie médiane, à l'alignement du septum de la dent adjacente. J'ai mis les deux et j'ai superposé le septum de la dent adjacente donc pour pouvoir avoir une vision de la zone de correction. Vous voyez que c'est une correction qui a été en hauteur et qui l'a été par la suite également en épaisseur. Et on voit ici la correction qui est obtenue à travers ces deux temps opératoires. Donc comparativement à une augmentation osseuse quelle qu'elle soit, que ce soit une régénération osseuse guidée en 3D avec une mèche titane ou une greffe autologue avec une reconstruction osseuse et une pose d'implant, ce que je voudrais juste essayer de mettre en exergue, c'est que la lourdeur de l'intervention a été divisée par deux. Vous avez vu l'ostéotomie axiale qui était extrêmement modique et modérée, l'ostéotomie transversale qui est un peu plus lourde que l'ostéotomie axiale, contrairement à ce qu'on imagine en suite-up, parce qu'il y a une relaxation des tissus mous qu'on n'a pas besoin de réaliser aussi, de façon aussi importante. Et on a divisé le facteur chirurgical en deux, mais sauf qu'au deuxième temps chirurgical, on a mis les implants. Ça veut dire si c'était une ROG ou si c'était une greffe autologue, on aurait mis
les implants dans le même timing. On aurait mis les implants au timing de la réentrée, 4 mois ici pour l'ostéotomie, 4 mois pour la greffe autologue, un peu plus pour l'aérogé. Donc on est assez équivalent et on a travaillé en fait avec de l'ostéologue, hein, parce que quand on réfléchit bien à la technique de l'ostéotomie, on ne peut pas l'opposer à une greffe autologue. Les deux sont des translations de tissus osseux. La différence particulière dans une ostéotomie de translation, notamment axiale, et dans une moindre mesure, mais quand même dans une ostéotomie transversale, c'est qu'au lieu que ce soit un os prélevé avasculaire, nous sommes ici en présence d'une translation d'un os qui est vascularisé. C'est comme ça que vous faites l'allongement des membres infs, notamment dans les ostéotomies chez les personnes atteintes de nanisme ou dans les microsomies mandibulaires. Les microsomies mandibulaires, on ne les traite pas par des greffes autologues, mais par des distractions qui sont un mécanisme d'ostéotomie, mais graduel. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire, et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Il y a des petites questions ? Ah, mais il y en a plein des questions. Il y a énormément de questions. Ah, pardon. Voilà, j'ai oublié. Ça, c'est le lambeau translaté. Il y avait la diapo, je pensais que je l'avais passé déjà. Donc, voilà le lambeau de demi-épaisseur qui est réalisé en palatin. Ce n'est pas une greffe, hein, c'est le lambeau de demi-épaisseur sur la crête, ramené en vestibulaire. Vous voyez le volume obtenu en épaisseur de crête par rapport à la situation initiale. Et on voit par transparence sous le périoste, on va faire 2 petites incisions circulaires, placer les piliers Tika. Et là, c'est la cicatrisation à 15 jours. Et après, c'est un traitement prothétique assez conventionnel. Alors, je vais répondre aux questions parce que je pense que les prochaines diapos ne sont pas dans la foulée de ce qu'on vient de dire. Okay. Voilà, on va rester sur ça. Bon, alors, je réponds aux questions. Beaucoup de questions. D'abord, merci beaucoup pour cette super présentation, pour ton didactisme, voilà, cette conférence qui était richement illustrée, et puis surtout pour cette rare précision que tu as dans ton propos et dans tes explications. Alors moi j'ai pas mal de questions, on en a beaucoup sur Facebook, et sur Facebook, YouTube, on était très nombreux à te suivre, plus de 300, à avoir regardé déjà en entier tout cela. Moi j'aimerais J'en suis ravi. J'aimerais commencer par des questions simples. Déjà, on rappelle quelle épaisseur minimum faut-il pour envisager déjà ce type de technique? Alors, pour une personne qui, on va dire, va débuter dans la situation, je suggère de démarrer avec une épaisseur de 4 mm. On peut faire du 3, mais 4 mm. Pourquoi 4 mm? Parce que dans 4 mm, très souvent, vous avez de la corticale et vous avez de la médulaire sous-jacente. Et de démarrer à travailler, sentir ce clivage de la corticale qu'on passe et la médulaire qu'on atteint est une sensation à acquérir. Une fois qu'on a acquis, on peut attaquer des espaces un peu plus fins, on peut attaquer du 3 mm, on peut attaquer du 2 mm, mais il faut être très vigilant. Sur un 2 mm, on va avoir une résorption cristal. Donc il ne faut pas être dans une zone esthétique, il faut être dans un objectif effectivement de se dire j'anticipe ma résorption de cette crête qui fait 2 mm d'épaisseur, parce que quand je vais passer un insert qui fait 0,3, 0,4, plus l'épaisseur de coupe, il va me rester à peine 1 mm d'épaisseur. 1 mm d'épaisseur, il faut impérativement que je le compense ou que je le garde vascularisé. Donc vous voyez, ça, on commence à mettre un petit peu on va dire, des petites problématiques qui ne seront pas vraiment dramatiques à la sortie, mais qui vont avoir pour issue un implant avec une résorption osseuse cristale qui est un implant qui vieillit prématurément. Mais même avec 3 mm, on arrive à avoir tu peux faire un clivage qui soit sans risque. Un clivage, alors aucun clivage n'est sans risque, encore une fois, parce que le clivage, fracture, en fait, que tu fractures finalement le... Alors, on va parler de la fracture si tu veux bien, on ne va pas parler du risque de fracture, on va parler plutôt du risque ischémique et nécrotique qui pour moi est plus important. C'est-à-dire que si je fais un clivage sur un os trop dense, trop fin, et que j'ai un échauffement au niveau de mon site, c'est ma nécrose cristale qui m'embête parce qu'elle va m'exposer mon col d'implant. Donc si vous avez ce type de cas à traiter, petit conseil, faites votre comblement, ne posez pas les implants, reposez-le dans un deuxième temps opératoire. Alors, ça me semble évident. Et justement, tu n'as pas parlé, sauf erreur, tu n'as pas parlé de finalement faire tout ça en 2 temps, parce qu'on te voit beaucoup poser les implants dans le même temps que la procédure. Est-ce qu'on peut se permettre, voilà, de combler et puis tout simplement d'attendre 3-4 mois Tout à fait. C'est quelque chose qui est tout à fait cohérent pour démarrer. Pour démarrer, en tous les cas, il ne faut pas rajouter la complexité des actes. J'ai montré la vidéo volontairement dans ce sens, mais je n'ai peut-être pas été assez explicite, où j'ai montré une ostéotomie de translation sans pose d'implant, juste pour axer sur le fait que ça peut être fait
refermé le site, hein, la vidéo de tout à l'heure, donc vous pourrez la revoir. Celle-ci, il n'y a pas de pose d'implant dedans. Donc tout à fait au début, je vous invite même à commencer pour commencer à sentir la relaxation et ne pas rajouter des stress. Quand c'est une technique qu'on commence, qu'on n'a pas l'habitude de gérer, tous, moi, n'importe quelle personne qui a de l'expertise, si on démarre avec une technique chirurgicale qu'on ne connaît pas, nous ne sommes pas à l'aise dans notre gestuelle, nous commettons des erreurs qui peuvent être des erreurs toutes simples, des erreurs d'asepsie par exemple, parce qu'on a une petite pression sur la manipulation qu'on ne maîtrise pas. Donc je vous invite à séparer effectivement les deux. Une fois que vous avez la maîtrise de cette mise en route de l'ostéotomie, de la relaxation des tissus, de la fermeture des tissus, vous arrivez à la deuxième partie, à partir de quand je vais poser mon implant. Vous pourrez poser votre implant à partir du moment où, en débutant, encore une fois, vous pouvez avoir un ancrage sur 2 mm à l'apex. Ça veut dire que 2 mm plus 2 mm de sécurité pour l'implant, pour rester dans les normes, on va dire, académiques. Dans ce contexte-là, il faut que vous ayez 4 mm à la base qui ne vont pas être clivés. Là, oui, vous pouvez aller sur une pose d'implant simultanée. Donc ça, c'est le deuxième point. Une fois que vous avez acquis cette expérience-là, ces 2 mm peuvent être zéro. C'est-à-dire que j'ai certains cas où j'ai fait un clivage complet, où c'est la paroi uniquement qui me tient mes implants en place. Et ce n'est pas l'endroit pour débattre de ce sujet, mais en gros, la stabilité primaire sur un implant qui est enfui est une ineptie. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Un implant qui est enfui, qui n'a pas de sollicitation mécanique, qui n'a pas de pilier de cicatrisation, qu'il soit à 0 Newton ou qu'il soit à 25-30 Newton, c'est la marge que je considère physiologique. Il cicatrisera de la même façon et dans les mêmes délais. Donc, après, la difficulté, ça va être, et vous allez être un petit peu surpris par l'histoire, ça va être non pas où placer l'implant, comment le placer, mais comment mettre la vis de cicatrisation. Parce que quand vous mettez une vis de cicatrisation sur un implant qui n'a pas de stabilité primaire, c'est un peu compliqué. Il a tendance un petit peu à danser. Donc, il faut avoir une petite pince en titane, pouvoir attraper le col de l'implant en titane et visser. Bref, on rentre dans un équipement. En fait, c'est une technique qui est intéressante et passionnante, tout comme une greffe autologue ou n'importe quelle autre technique chirurgicale ou ROG. Ça veut dire que l'apprentissage démarre par des cas simples, basiques, à faible complexité, et puis petit à petit, on va pouvoir atteindre effectivement la logique de l'ultime, savoir de pouvoir placer les implants, un temps chirurgical, une seule intervention, et par conséquent pouvoir diminuer la morbidité et les facteurs de risque relatifs. Ok. Tout à l'heure, quand tu avais fait justement tes deux procédures avec une axiale et puis une transversale, tu as attendu combien de temps entre les deux interventions? 4 mois. 4 mois. 4 mois. 4 mois. Dès que je touche à l'os en fait et qu'il est vascularisé, ou que ce soit une ostéotomie ou que ce soit un os de type os autogène ou os de banque, je reviens systématiquement à 4 mois. Okay. Quel que soit le contexte. Ce n'est que dans les cas d'exénogreffe où je vais avoir un temps qui va osciller entre 5 et 6 mois. Ok. Question sur le comblement. Est-ce qu'on est obligé de faire systématiquement un comblement, peu importe sa nature? C'est une idée qui nous a tous traversé et je vais vous répondre tout à fait honnêtement. Je n'ai jamais voulu prendre le risque de ne pas combler par part d'une invagination tissulaire. À chaque fois que je voulus le faire, je me disais, c'est tellement dommage. Autant combler l'espace et éviter cette invagination secondaire. Quand vous faites une extraction, il y a 90% des cas, votre alvéole cicatrise bien, et vous avez des cas où votre muqueuse s'invagine et vous avez un envahissement muqueux à l'intérieur. Alors quand cet envahissement muqueux est sur une zone d'extraction, vous dites c'est pas très grave, je vais attendre. Comme la muqueuse n'a rien à faire à l'intérieur de l'os, les mécanismes de remodelage et de réparation osseux vont pouvoir, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, peut-être 6 mois ou 8 mois, expulser ce tissu conjonctif qui s'est invaginé et terminé sur un os cicatrisé, un os naturel, on va dire cicatrisé. Mais quand vous avez un implant et que la prolifération muqueuse ou des tissus mous s'est faite à la surface de l'implant, plus jamais rien ne les chassera. Sinon, ce serait trop beau, on réglerait toutes nos périimplantites. Donc, ce n'est pas une question de contamination, c'est que l'envahissement sur la surface implantaire, vous ne pouvez pas l'éviter. Et vous allez avoir facilement, si vous avez une surface tuteur, et l'implant est une surface tuteur, le risque d'invagination de cellules conjonctives et de fibroblastes à la surface me semble assez important. Donc la compétition cellulaire, elle reste importante. La compétition, elle est importante. D'accord. Oui. Alors on peut se dire, je mets une membrane, mais pour mettre une membrane et être isolé, il faut pouvoir, dans ce cas, décoller en lingual. On paye un peu le prix de la rupture vasculaire. Et franchement, après, il faut, dans une technique, si vous voulez, effectivement, il faut essayer, on peut réfléchir à toutes les voies. Puis une fois qu'il y a un protocole qui est relativement simple, pas lourd, et qui a la portée du temps
d'un parti et qui reste dans des raisonnements économiquement acceptables, je pense que c'est une bonne chose. Il y a eu d'autres tentatives, hein, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, c'était trop long, de faire d'abord l'ostéotomie clivage, de refermer le tissu, lever le lambeau, faire l'ostéotomie hausse des bases, refermer le lambeau et replacer les implants en second temps sans lever de lambeau. Et là, c'est le comble de l'absurdité. Parce que quand vous levez un lambeau, vous faites l'ostéotomie que vous refermez, vous aurez votre réorganisation osseuse, vous allez avoir l'ischémie, vous avez la rupture vasculaire, vous aurez un remodelage et une fonte de cette os vestibulaire. Et après, se dire, je ne fais pas de lambeau, je mets mon implant, et c'est mon implant qui va fermer très rapidement, terminer le clivage, c'est la politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir cette résorption, on ne verra pas cette résorption si on fait un cone beam, et on va très vite aller planquer ce cone beam pour que personne ne le voit. Donc non, je vous conseille vraiment, lever le lambeau, visualiser le site, faire l'ostéotomie bien carré, bien propre, surcombler pour pouvoir anticiper ce remodelage. Vous pouvez mettre une xénogreffe, une membrane. Moi, je trouve dans mon protocole, le fait de mettre de l'os allogénique me simplifie énormément la procédure. Je n'ai pas de suite inflammatoire, je n'ai pas de fusée de matériaux. Parce que comme vous savez, l'os allogénique, l'os de banque, a une matrice à 30% de collagène, donc il se comporte comme de l'os autogène, donc il n'y a pas de réaction inflammatoire associée. Et je trouve que mes suites opératoires sont beaucoup plus simples à gérer dans ce contexte-là. Ok. Autre question. Pour démarrer ta procédure, est-ce que tu utilises systématiquement encore le bistouri ou est-ce que tu préfères utiliser directement ta scie au piezo? Le bistouri, je l'ai utilisé au départ quand il y avait effectivement un lambeau de demi-épaisseur pour pouvoir sentir mon os et impacter mon os pour ne pas déraper. Parce que la piezo est un outil qui ne fonctionne que au contact des tissus durs. Donc c'est un marteau-piqueur, hein, donc il va taper et il ne va marcher qu'au contact des tissus durs. Si vous avez du conjonctif en dessous, vous n'allez pas pouvoir avoir cet effet, on va dire, de coupe dans les tissus mous. Il va impacter, il va déchiqueter les tissus mous. Donc non, il faut effectivement, au point de départ, si on parle bien de la même chose, ça veut dire décoller un lambeau et faire l'ostéotomie, il faut faire une incision et décoller la partie cristal. Oui. Moi, je te parlais surtout. Oui, mais par contre, moi, je parlais de taper sur le manche de bistouri. Est-ce que c'est ah oui, pas non, délicat, ça je fais encore. Tu fais encore. Non, je le fais encore sur certains cas, notamment dans des cas d'incisive maxillaire. C'est un petit peu trop compliqué pour le resituer dans l'organigramme d'aujourd'hui. Mais en gros, si j'ai un axe osseux qui est convenable parallèle à l'axe de la dent adjacente, que j'ai une structure médulaire, que j'ai une perte de 2 mm d'épaisseur par rapport à un niveau osseux idéal, dans ce cas-là, je vais faire une ostéotomie sans lambeau. Dans ce cas, je vais utiliser effectivement le bistouri. On ne tape pas très fort, hein, le bistouri. Tu sais, tu essayes de faire le test sur un morceau de bois à côté de chez toi. Tu prends n'importe quel morceau de bois, tu tapotes, ça rentre très très vite, hein, c'est quand même assez fin. Et après, des petits mouvements de bascule le long de sa tranche. Et puis c'est tout, hein, il ne sert qu'à ça, mais vraiment juste le début de l'indentation. Parce que si tu essaies d'utiliser un ciseau à os au point de départ qui va venir se positionner sur une crête, il va déraper à un moment ou à un autre. Et là, tu vas partir dans un sens qui n'est pas celui qui est contrôlé. Oui. Surtout s'il y a encore du conjonctif. Il va glisser sur le conjonctif. Tout à l'heure, tu parlais de bilan biologique. Est-ce qu'il y a véritablement un élément dans ton bilan biologique qui contre-indiquerait la technique, ou est-ce que finalement c'est pas spécifique et on est sur les mêmes contre-indications relatives ou absolues que la chirurgie implantaire? On est sur les mêmes, exactement les mêmes que la chirurgie implantaire, peut-être pas, que la chirurgie d'augmentation osseuse, très certainement. La chirurgie implantaire, des fumeurs, vous en opérez tous, d'accord, pour poser des implants. Pour ma part, je ne fais aucune augmentation, si ce n'est le comblement sous-sinusien, c'est le seul que je m'accorde, mais je ne fais aucune augmentation de surface chez un fumeur. C'est pour moi une contre-indication absolue. Alors je suis peut-être un peu extrémiste, mais j'ai suffisamment essuyé des plâtres dans ce sens-là, si tu veux, pour ne plus accepter. Et en fait, une fois que les patients ont le challenge entre les mains, c'est assez étonnant le taux de persuasion et le nombre de patients qui arrêtent de fumer. Et puis là, derrière moi, c'est amusant, on t'en parle, donc tu vois derrière moi, il y a un petit tableau avec un fumeur, vous voyez pas ce que c'est, et dessus, c'est un patient qui a arrêté de fumer, et hop, il allait très bien dans la place du tableau, donc je l'ai gardé avec. Mais un patient qui fume, non, je ne fais pas d'augmentation osseuse. Ok. Question aussi qui a été posée, si dans ton coffrage, tes implants ont été stabilisés à l'apex lors du dernier torque, est-ce que tu as vraiment besoin de mettre des vis de synthèse? Oui, parce que la vis d'ostéosynthèse,
encore une fois, un os cortical, comme à la mandibule par exemple, je ne parle pas du maxillaire, hein, on va parler de la mandibule. À la mandibule, vous avez une ostéotomie, corticotomie apicale, et quand vous clivez, ça casse. C'est vraiment une fracture. C'est-à-dire que le segment, si vous n'êtes pas vigilant, vous le récupérez à l'extérieur. Donc il faut aller très très doucement, d'où l'intérêt de l'ostéotomie guidée, parce que ça permet de contenir la dimension et de pouvoir décider à quel moment on arrête de cliver et à quel moment on continue. Au maxillaire, c'est tout à fait différent. Au maxillaire, on peut se contenter de faire des ostéotomies mésiales, distales et crestales, et on joue sur l'élasticité de l'os maxillaire, et très fréquemment on le fait, pour obtenir ce clivage, et là, la pose d'une vis d'ostéosynthèse n'est pas forcément intéressante. Ok. Parce qu'il y a un effet ressort dans l'élasticité des fibres du collagène maxillaire. Qu'est-ce que tu fais si tu te retrouves, voilà, dans ton cas extrême, 2-3-4 mm, et tu te retrouves dans une situation, bah, ça ne saigne pas, t'as clivé, quel geste tu vas Tu ne réaliser? fais rien. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Si ça ne saigne pas, tu relaisses tout en place, tu refermes et tu reviens 6 semaines après. D'accord. Et ça t'arrive déjà? Ou est-ce que c'est quelque chose de courant? Ça arrive, c'est rare. Si, ça arrive dans l'implanto, ça nous arrive de temps en temps, mais c'est exactement le même protocole que j'adopte pour les implants. Quand je rentre dans un os et que l'os ne saigne pas, à chaque fois que j'ai mis mon implant, j'ai fait avec des torques à 4-5 newtons en faisant un suralésage, un surtaraudage, tout ce que vous voulez. Je l'ai testé et pas plus tard qu'aujourd'hui, la semaine dernière, je me sentais encore capable en me disant mais non, c'est pas possible. Là, je saignote un petit peu au bout. Bon, le haut, ça saigne pas beaucoup, mais c'est pas très grave. J'ai vraiment fait un alésage très très important pour une pose d'implant simple. Hein. J'ai posé l'implant, on est au 5e jour, la patiente a toujours mal. Donc non, la réaction inflammatoire dans un os ischémique, il ne faut pas. Okay. Pas d'augmentation, pas de clivage. Pas de clivage. Okay. Bon. Par contre, si c'est une greffe en onlay, si c'est une greffe autologue en onlay ou une régénération osseuse en onlay, là on n'est pas du tout dans la même problématique. Et là on rentre après dans les critères de décision et d'indication d'une technique en fonction de l'aspect osseux et de décider quand est-ce que je fais une ROG ou quand est-ce que je fais une ostéotomie, effectivement, dans ce contexte-là, ou une greffe autologue. Donc après, c'est un chapitre où on va mettre les pour, les contre, et c'est des tableaux et des checkpoints qu'on fait pour pouvoir prendre une décision thérapeutique. Ok. Une question aussi, finalement, ça va être très difficile peut-être d'y répondre, parce qu'il faudrait peut-être 2 jours de conférence là-dessus. On demande finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut entre ROG ou tes ostéotomies, faire qu'est-ce qu'il y a de mieux, quels sont les critères de sélection, mais là c'est peut-être difficile de répondre oui. comme ça. Alors, c'est un petit peu difficile, donc je ne sais pas si notre ami qui pose la question a regardé la présentation sur la régénération osseuse hybride, donc je l'invite à la regarder, et je pense que aujourd'hui, pour parler très très simplement, en fait, la régénération osseuse est en train de gagner du terrain sur beaucoup de cas cliniques, beaucoup de cas cliniques, sauf que il persiste encore des situations où on peut faire encore plus simplement avec une rapidité de correction. Dans ces cas que nous avons vus avec des parois osseuses qui sont inclinées, poser un implant en un temps opératoire, il n'en est pas question. Mais à partir du moment où j'ai fait mon clivage, que j'ai corrigé mon axe, je peux à ce stade-là mettre un implant. Donc vous voyez, si je dois prendre la décision, est-ce que je fais une ROG, j'attends 5-6 mois et je pose mon implant, ou si je fais un clivage, je mets un implant en même temps et j'ai réglé mon problème, la question décisionnelle est est-ce que la structure osseuse, l'état général du patient, l'environnement local est favorable pour ou pas. Et comme tu le dis, l'arbre décisionnel sur ce point-là serait un arbre effectivement, d'une part, qui serait à ramification très importante, et là par contre, si on commence à mélanger des techniques, on va rentrer dans des arbres décisionnels qui sont opérateurs dépendants et sur lesquels on n'arrivera jamais à avoir un consensus. Donc même moi-même, je ne serai pas en accord avec moi-même dans un an. Ok. Bon. On va conclure. On va conclure un petit peu. D'abord, encore merci pour cette présentation. Tu voulais nous montrer quelque chose, nous présenter ce que tu vas... tes formations, évidemment, parce qu'on écoute, c'était un petit peu la question qu'on avait discuté un petit peu ensemble. Pour ceux qui s'intéressent un peu à ces deux thématiques que nous avons abordées, donc nous avons la première qui est une formation qui est faite sur pièces anatomiques avec donc le docteur Farhat qui est la personne qui s'est associée avec moi à l'IAOI pour la formation, et le docteur Ali Adawi qui est un anatomiste d'ex-P5, qui est donc un anatomiste reconnu. Et donc, nous avons une formation à Nancy parce que les Saints-Pères à Paris, ça commence à être un petit peu compliqué aujourd'hui
pour pouvoir avoir accès, eh bien, une formation sur les deux thématiques que sont les comblements sous-sinusiens et la régénération osseuse guidée. Donc, dans la régénération osseuse guidée, là, on parle de régénération dite conventionnelle, donc la sausage technique. Hop, j'ai été un peu vite. C'est pas la même chose. Donc, la sausage technique et les plaquettes allogéniques, donc la régénération osseuse en créant des espacements à l'image de ce qu'on aurait fait avec une greffe autologue, mais en utilisant de l'os de banque. Donc, c'est ce que vous voyez dans la diapo de droite. Il y a une séance aussi de formation qui est sur les greffes autologues, donc que ce soit les greffes tunnelisées ou les greffes particulées selon la technique de Fouad. Donc, ça, c'est sur une autre session, mais là, aujourd'hui, c'est celle-ci qui est mise en avant. Et puis, la deuxième concerne un petit peu une technique un peu plus avant-gardiste, qui est la régénération osseuse donc hybride, avec l'utilisation notamment des plaques CFAO. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on commence à avoir des résultats vraiment assez intéressants et des petites publications qui vont sortir, qui vont peut-être un petit peu conforter un peu la réflexion ou le contenu de la régénération osseuse hybride dont je vous ai parlé dans la session préalable. Et en même temps, dans cette session-là, donc j'avais bien gardé, pour que ça reste un peu dans la même lignée de traitement des mêmes défauts, les osteotomies segmentaires dites de translation, celle que nous avons vue aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un contact ou vous appelez Chérine sur le numéro de portable qui est affiché ici. Donc, et merci aussi pour l'opportunité de pouvoir passer ce message. Et je serais ravi, Merci si vous vouliez des questions, d'y répondre. Bon, on a fait le tour. Ben écoute, j'espère bien. J'espère que si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à passer peut-être par ABCDent, transmettez-les s'ils peuvent les transmettre, je pense. Oui, et puis on peut toujours laisser des commentaires sur YouTube, de toute façon, et puis moi je te relayerai les questions, on te relaiera les questions. Et puis, bon, il y a ton email qui est affiché actuellement, donc les gens peuvent t'envoyer directement, dans ce cas-là, leurs questions, avec plus de confidentialité. Bon, merci encore. Merci les amis, merci à toi, merci Jérôme, super merci soirée, vous étiez vraiment nombreux. Je vous attends tout aussi nombreux déjà la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera avec Ronan Barré et puis avec Guillaume Mandus, donc ils vont parler de muco-intégration, donc c'est leur challenge, leur nouveau défi. On enchaînera ensuite derrière avec un cycle d'informatique avec des logiciels assez atypiques en endodontie, en paro et en diagnostic, donc pour la gestion des urgences. Tout ça, vous pouvez le voir sur abcdent.fr. Et puis, ne manquez pas non plus, demain soir, on a une conférence avec Dentsply Sirona qui nous font une conférence sur la CFAO et l'organisation au cabinet dentaire. L'inscription est gratuite, par contre elle se fait sur inscription, il n'y aura pas de retransmission sur Facebook et sur YouTube, donc il faut s'inscrire sur ABCDent et la regarder sur ABCDent. Vous pourrez évidemment commenter et poser toutes vos questions en live à Fabienne Jordan et Olivier Lemaire. Voilà, merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci à vous les amis, très bonne soirée on se retrouve Jérôme. donc la semaine prochaine, demain aussi, et le replay est bien sûr toujours accessible. Merci encore Georges, et bon rétablissement à Nicolas Davido qui m'a beaucoup manqué ce soir. À bientôt. Écoutez, il nous a manqué, on va le déranger, pas ce soir mais demain pour de ses nouvelles. Merci, à bientôt Jérôme. Bientôt. Salut, au revoir les amis.